Bon, alors, on va commencer. Les derniers s'installent. Bon, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette conférence qui va être dédiée à la création à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, je vois qu'on a quand même beaucoup de premières années. Pour info, les premières années n'ont pas encore pratiqué avec l'intelligence artificielle. Donc, ils auront cette occasion la semaine prochaine avec différents outils. Donc techniquement, ils ne savent pas encore de quoi on parle en détail, mais ils connaissent déjà certaines choses, pas officiellement. Voilà, donc on va pas trop rentrer dans la technique. Là, l'idée, c'est justement d'éviter le dialogue technique et plutôt de parler de création artistique. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants qui nous font l'honneur de venir ici à Gobelin pour vous parler de leurs connaissances en intelligence artificielle. Donc, à ma gauche, votre droite, Sandrine Gabaret, qui est agente d'artiste, conseillère en production basée en France, et elle représente une équipe pluridisciplinaire de photographes, d'illustrateurs et de storyboarders. Parmi les talents qu'elle accompagne, on va citer Julien Magre, qui est lauréat du prix Niepce en 2022, ainsi que Marc Dacuna Lopez, qui est venu, alors les premières années ne l'ont pas vu, mais les deuxième et troisième années ici présents ont peut-être assisté à la conférence où Marc a parlé justement de son travail avec les IA génératives. Et il est lui-même d'ailleurs un ancien de cette école. C'est un expérimentateur photographique qui lui challenge l'IA générative dans son travail. Et voilà, donc cette conférence passionnante, je vous donnerai le lien, vous pouvez la retrouver en ligne sur YouTube. En juin 2024, Sandrine a été invitée à intervenir au Parlement de la photographie, donc c'est une invitation par la DGAC du ministère de la Culture, si je ne dis pas de bêtises, pour discuter des enjeux de l'IA générative dans le domaine de la photographie. Donc elle guide ses auteurs dans l'exploration de l'IA comme nouvel outil et travaille avec eux sur la définition d'un territoire à la fois technique et éthique. Et son dernier projet, Constellation, vise à explorer de nouveaux horizons afin de favoriser la co-création humaine et de lui donner la reconnaissance qu'elle mérite. Aux côtés de Sandrine, à ma droite, votre gauche, Dimitri Danilov. Bonsoir. Que j'ai connu d'ailleurs à Gobelin, puisqu'il était venu faire une conférence quand j'étais élève dans cette école. Donc c'est un expert de l'image numérique. Il a débuté sa carrière en photographie professionnelle en 1998. Il a travaillé avec les plus grandes agences publicitaires nationales et internationales. Il a fait plusieurs campagnes pour des marques telles que PlayStation, Adidas, Nike et bien d'autres d'ailleurs, qui lui ont valu une reconnaissance mondiale, qui a été couronnée par un grand prix au Lion de Cannes, donc prix de la publicité. Et la valeur artistique de son travail est reconnue par différentes institutions culturelles, plusieurs de ses images ayant été acquises par le fonds du Musée des Arts Décoratifs. Donc en 2008, avec son projet Virtual Girl pour les Daft Punk, il a exploré l'intégration de création 3D dans ses photographies, éveillant sa fascination pour les technologies émergentes. En 2018, tu as fondé Clone, une entreprise spécialisée en photogrammétrie et numérisation 3D. Et conscient des enjeux éthiques liés à l'utilisation des IA génératives dans l'art, Dimitri, tu as initié la création d'une charte pour une utilisation responsable de l'IA, conciliant innovation technologique et préservation de l'intégrité culturelle. Donc aujourd'hui, en tant que cofondateur de Orpis et de Ikigai Labs, si je prononce bien, tu poursuis ton exploration des nouvelles frontières de l'art numérique. Voilà, donc accueillez chaleureusement Sandrine et Dimitri qui vont partager avec nous leurs perspectives sur l'art, la technologie et l'éthique. Alors, j'introduirai ça. Hop, passer à la suite. Tac. Alors, cette conférence va en fait s'attarder sur l'authenticité dans la création avec les IA génératives. Donc l'authenticité, elle est souvent perçue comme la qualité de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui est sincère, et c'est une notion centrale dans l'art. Mais que devient cette authenticité à l'ère actuelle des IA génératives, où la création artistique va reposer presque autant sur des algorithmes que sur l'intention humaine?
Une récente étude, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est sorti il y a, je crois que la semaine dernière, donc ça a été publié dans la revue Nature, et cette étude, elle révèle que pour 46%, c'est énorme, des lecteurs interrogés, des poèmes générés par une IA générative, comme ChatGPT, surpassent ceux des grands poètes humains en termes de rythme, de clarté et d'accessibilité. Et ces vers, parfois, ont été jugés plus humains que les humains. C'est-à-dire que la poésie de Shakespeare a été jugée trop compliquée pour les humains, et donc les humains ont cru que c'était des IA génératives qui les avaient produites. Donc ça souligne en fait une transformation radicale dans notre perception de la créativité. Et ces bouleversements vont me poser une question absolument fondamentale, c'est peut-on encore parler d'authenticité dans un monde où l'artiste finalement partage la scène créative avec ces fameux algorithmes ? Donc on est à une époque où des outils comme Midjourney, Stable Diffusion et autres produisent des œuvres d'une richesse esthétique inédite. Et est-ce qu'on peut, à ce stade, encore définir l'authenticité de la même manière qu'au XIXe siècle, lorsque l'artiste romantique était vu comme un génie inspiré, maître absolu de sa création ? Alors, l'authenticité en art, elle a évolué selon deux axes qui ont été identifiés par Nathalie Heinisch. D'abord, l'authenticité nominale. Donc, en fait, c'est ce qui garantit l'attribution d'une œuvre à un auteur ou à une époque donnée. Et l'authenticité expressive. C'est ce qui reflète la sincérité et la profondeur de l'intention créative. Donc, tous ces piliers sont aujourd'hui remis en question. Et des artistes historiquement vus comme des figures d'engagement et de sincérité, donc je pense à Autodix qui a dénoncé les horreurs de la guerre, Andy Warhol qui a critiqué la société de consommation. Et ces artistes qui incarnaient certaines valeurs, eh bien, est-ce que l'IA en tant qu'outil pourra, elle, à son tour, incarner aussi ces valeurs sans remplacer les artistes ? Alors, l'authenticité pourrait-elle évoluer pour intégrer des pratiques, finalement, où l'homme et la machine co-créent des œuvres nouvelles ? Alors, on a un philosophe du nom de Emanuele Ariely qui dit que les outils technologiques étendent depuis toujours les capacités humaines et l'IA générative introduit une nouvelle complexité en agissant comme une sorte de collaborateur doté d'une capacité d'improvisation imprévisible. Voilà. Mario Klingman, donc c'est un artiste, lui compare cette évolution à un musicien jouant du piano. On ne demande pas si le piano est l'artiste. Il s'agit toujours de l'humain qui l'utilise comme un outil. Mais que se passe-t-il lorsque cet outil commence à suggérer des idées, voire à imposer des choix esthétiques ? Ces transformations soulèvent finalement des enjeux éthiques et juridiques. Qui détient la propriété des œuvres créées par ces technologies ? Quels mécanismes peuvent garantir un équilibre entre innovation et préservation des droits des créateurs, tout en évitant une uniformisation des pratiques ? Donc derrière cette révolution se cachent des enjeux concrets. Qui est l'auteur d'une œuvre générée par IA ? À qui revient le droit d'auteur ? Comment préserver l'intégrité et la diversité culturelle dans un contexte où des millions d'œuvres préexistantes nourrissent ces modèles, parfois sans consentement explicite ? Voilà, donc ces interrogations nous invitent à repenser l'authenticité comme une dynamique évolutive qui intègre l'interaction entre humain et machine. Peut-on imaginer une nouvelle définition de l'authenticité où intention humaine et innovation technologique cohabitent ? Ou bien est-ce que l'art perdra une partie de son âme en s'ouvrant à ces nouvelles pratiques ? C'est ce qui semble en tout cas préoccuper certains élèves dans cette école, comme je l'ai constaté aujourd'hui. Donc ces questions, elles sont plus du tout théoriques aujourd'hui, elles redéfinissent le rôle de l'artiste face à des outils qui vont osciller entre de simples assistants et parfois de véritables partenaires créatifs. Et l'avenir des métiers artistiques se joue ici, dans cet équilibre entre tradition humaine et pratique technologique. Donc à l'ère des intelligences artificielles, la création navigue entre continuité et rupture et promettant de redessiner en profondeur les contours de l'art. Et je vais laisser pour déjà se présenter un petit peu plus en détail par rapport à ce que j'ai dit, le micro à Dimitri. Bonsoir. Donc, je crois que je vais passer directement au vif du sujet. Parce que là, ce que vous voyez, c'est des images que j'ai faites en 2003. Mais je pense que ce dont tu parlais, Yann, était beaucoup plus intéressant. Donc, oui, c'était très bien. C'est pas de l'IA, mais c'est l'équivalent de l'IA de maintenant, puisque c'est avec du Photoshop. Donc en 2003, effectivement, j'ai réalisé des campagnes pour PlayStation qui ont gagné le Grand Prix de Cannes. Ah, pardon. Ouais. Et donc, mais je crois que je suis plus dans. Voilà, je suis venu ici en
peut-être 2005, 2006, justement, pour présenter ce travail à l'époque. Je vais avancer assez rapidement. J'ai eu l'occasion de travailler avec Daft Punk, de travailler avec les Black Eyed Peas. Toujours en développant un travail personnel, à chaque fois, j'ai toujours utilisé la technologie à des fins créatives, mais sans que ce soit la finalité. La technologie n'est pas la finalité c'est vraiment la créativité. Et je vais revenir justement sur la créativité, parce que qu'est-ce que c'est que la créativité ? En fait, c'est ce qui vous pousse à répéter, pour moi, un geste obsessionnel. Quand je dis geste obsessionnel, quand vous êtes photographe, que vous appuyez 50 fois, 100 fois, 200 fois sur votre déclencheur pour faire pratiquement la même photo, c'est ça la création. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à déclencher 50 fois, 100 fois, 200. Sur certaines images, j'ai peut-être fait 500 shoots de la même image, juste parce que je savais que je n'avais pas encore la bonne image. Et à la 500e image, qui sont toutes très proches les unes des autres, il y en a une où vous arrêtez, vous dites c'est celle-là le bon choix. Et c'est ça la créativité en fait. C'est ce qui vous pousse à répéter ce geste de façon obsessionnelle, maladive presque. Et on va arriver dans l'IA et ça va être la même chose en fait. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu parles de création, enfin tu parles de co-création. Pour moi, je vois aucune co-création. La création, elle est mienne. C'est parce que je vais faire 50, 100, 200 outputs avec la même prompt, avec le même, mais le premier output ne me convient pas, le deuxième non plus, le troisième non plus, le 50e, et je vais en faire peut-être 500 sur le même prompt. La démarche intellectuelle est exactement la même qu'en photographie. C'est les 500 images que vous allez générer avec le même prompt, c'est vous qui allez décider laquelle est la bonne. Et pour moi, ce n'est pas la machine qui crée ça, c'est pas elle qui vous... Elle fait... Et si on se replace à l'époque de la photographie, au début de la photographie, même moi, en 98, je travaillais à la chambre, on ne savait pas ce qui sortait exactement sur le négatif. Il y avait toujours un inconnu. Cet inconnu, parfois, et encore je travaillais à la chambre, donc je composais énormément mes images, j'avais une réflexion en amont sur mes images, mais quand vous travaillez au 24-36, au réflexe, dans 70% des cas, vous ne saviez pas ce qu'il allait y avoir sur la pellicule. Il y avait l'effet de surprise parce qu'il y avait un contre-jour qui n'était pas prévu. Est-ce que c'est la machine qui avait choisi pour moi ? Est-ce que c'est la machine qui avait choisi le contre-jour, la surexposition, la sous-exposition, qui fait que d'un seul coup l'image elle est exceptionnelle ? C'était la machine qui décidait, c'était l'appareil qui décidait. Dans le cas de l'IA, pour moi, c'est la même chose. C'est pas parce que elle est entraînée sur des millions d'images que c'est elle qui décide. La décision, elle est à vous. Sauf dans le cas où vous décidez d'être passif. Et effectivement, dans ce cas-là, mais c'est la même chose que d'être sur un appareil et que vous êtes passif. Vous faites une photo sans regarder, vous prenez cette photo et vous la publiez. Ce qui est possible à l'heure actuelle, ce qui ne l'était pas à l'époque quand vous étiez avec un réflexe. Et à l'heure actuelle, devant l'IA, c'est la même chose. Vous pouvez faire un prompt et sortir la première image et dire c'est la bonne. Là, ce n'est pas de la création. Si vous faites un prompt et que vous allez faire 500 itérations, je pense que vous êtes dans la partie création. Ok, bon, très bien Dimitri. Donc ouais, je te laisse avancer sur justement. Alors, attends, je l'ai fait. Ok. Ok, donc l'IA générative comme outil créatif et donc la vision artistique. Voilà, tu viens d'en parler déjà un petit peu. Tu avais ces images que tu avais ajoutées justement. Est-ce que tu voulais en dire un mot ? Alors, ces images, c'est toi qui les as réalisées, elles viennent d'où ces images ? Non, enfin, j'ai collecté des images. C'est un peu 2 ans de création sur Instagram, sur Midjourney. Pour moi, c'est essayer d'identifier où se trouve la création, justement. Effectivement, ça devient très facile de faire une très, très belle image maintenant. Vous pouvez en faire 50 000. C'est donné à tout le monde. Et en fait, on va arriver vers une période où il n'y a plus de limite entre la création et la consommation. Tout le monde va pouvoir créer, on sera tous, comme disait Andy Warhol, on aura tous nos 15 minutes de célébrité. Maintenant, on pourra dire on sera tous des artistes connus pendant 15 minutes. Ça devient accessible. Après, est-ce que c'est de la création ? Je ne suis pas là pour en juger, mais pour moi, il y a une phrase qui est... Alors, on peut avancer à... Voilà, qui est un physicien responsable du développement à la direction de l'énergie atomique à Sarclay,
Donc je vous conseille le livre, qui est un livre absolument fantastique, qui est sur toute une réflexion. Donc il fait partie des gens qui ont développé, qui ont réfléchi sur l'IA. Il est à la fois philosophe, il est trilingue, russe, français, anglais, et il fait un parallèle entre l'IA et la religion et la création. Et donc voilà, il rappelle ce qui est super important. Voilà. ChatGPT ne sait rien. Et quand je parle de ChatGPT, c'est la même chose pour une IA générative de type Midjourney où les IA ne savent rien. Elles ne comprennent pas, enfin en tous les cas jusqu'à maintenant. Elles fonctionnent uniquement par corrélation et par processus probabiliste. Donc ça veut dire que quand vous avez un output, c'est vous qui décidez de lui donner du sens. C'est pas la machine. La machine, elle ne donne pas de sens. Et donc, si la machine vous dit ça c'est bien, et que vous interprétez que c'est bien, c'est vous qui lui donnez ce sens-là. Mais la machine en elle-même n'a aucune intention. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit dans tous les cas, que ce soit pour de l'image comme pour du texte. Et j'utilise ces outils tous les jours au quotidien. J'adore ça. Mais gardez à l'esprit tout le temps que le sens qui apparaît, le sens qui en sort, c'est vous qui décidez derrière de le partager ou pas. C'est qui est-ce qu'il a mis dans le diaporama? C'est toi aussi. C'est moi aussi. Ouais, un outil et non une entité autonome et omnisciente. Alors ça, c'est aussi un autre point qui pour moi est très important, c'est la narration qu'on a autour de l'IA. Quand on parle de l'IA qui fait ci, l'IA qui fait ça, l'IA qui crée, je pense qu'il y a une grosse erreur à faire ça, parce que c'est pas, encore une fois, c'est l'humain qui crée, c'est la personne. Alors bien sûr, on peut être passif, c'est le danger de cet outil, c'est que vous pouvez l'utiliser de façon complètement passive et d'utiliser un prompt ou de lui poser une question pour connaître, lui demander est-ce que je vais passer une bonne journée, il va vous répondre. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie de croire à la réponse ou pas. Même chose sur une image, vous pouvez lui poser le prompt le plus compliqué que vous avez envie. L'image, elle sera très belle. Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle correspond à votre état d'âme? Est-ce qu'elle représente ce que vous avez envie de communiquer? C'est à vous de savoir. Et donc, tu voulais me parler justement d'un projet de Anna Katoba que Ouais. tu m'avais évoqué. Vas-y. Alors, dans mes casquettes, je suis aussi maintenant agent d'artiste et avec FMA Le Bureau, Florence Moll, que vous connaissez peut-être, qui vient aussi faire des conférences ici de temps en temps. Donc, je m'occupe du département, je suis responsable de la curation du département Nouvelles Écritures, Nouveaux Outils, dont tout ce qui va être image ou gaming. Pourquoi? Parce que naturellement, je suis venu donc de la photographie vers la photographie numérique. J'ai commencé à intégrer de la 3D dans ma première image en 3D, c'était en 99, où j'avais shooté une image à la chambre et j'avais fait faire avec un studio d'architecte des ailes en 3D qu'on avait ensuite collées. Il y avait une machine qui faisait ça à l'époque, c'était pas Photoshop, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on avait donc fait réaliser des ailes en 3D qui avaient été collées sur une image shootée à la chambre. Donc ça, c'était mes tout premiers essais. On était en 99, Photoshop n'existait pas, le montage n'existait pas. Enfin, c'était le tout début. C'est pas vrai. Avant moi, il y avait les Guzman. J'étais à cette école-là et c'était une super école. Et très vite, donc j'ai intégré de la 3D. Donc voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à connaître très bien aussi tout l'écosystème entre gaming, entre IA, puisque l'IA, je suis rentré fin juillet 2022. Voilà. Donc en gros, c'est quand Midjourney est sorti. J'étais déjà dans un univers où il y avait déjà des gens qui utilisaient de l'IA, mais de façon très, très exploratoire. Et du coup, j'ai une connaissance sur tous ces outils, sur tous les artistes qui sont parmi les précurseurs de l'IA. Et donc Anna, en fait, c'est un bon exemple de quelqu'un qui était photographe, avec qui, à l'heure actuelle, on est en train de réaliser une campagne internationale en IA. Je ne peux pas vous dire pour qui, la campagne sort très prochainement. Et pour moi, justement, de défendre cette vision que l'IA n'a pas besoin de ressembler à de la photo. Ça ressemble à de la photo, sauf que ça fait des choses beaucoup mieux quand on parle de montage. Je ne parle pas de photographie, je parle de montage. Par exemple, des images comme ça avec les points lumineux,
J'en avais fait une avec les Black Eyed Peas à l'époque. Il m'avait fallu, en construction de décor, on avait fait des jumpsuits, des combinaisons sur lesquelles on avait collé des petits diamants un par un, et puis qu'on avait dégradé selon les parties du corps pour qu'ensuite les re-shooter avec des flashs, faire capturer chacun des petits reflets, et en post-production, retirer détourer chacun des petites pastilles brillantes pour remonter un personnage en brillance. En gros, ça nous avait pris 3 semaines de boulot pour un résultat médiocre. Je vais être honnête, c'était rigolo à l'époque, mais honnêtement, voilà. Le résultat ici, Anna, elle fait la même chose en 1 heure, peut-être. Peut-être 2 heures, peut-être 3 heures, en fonction de ce qu'elle va rechercher. C'est quelqu'un qui vient de la photographie aussi, donc il y a une compréhension de la photo. Et ce que j'aime bien dans son approche, c'est qu'elle m'a dit, la première fois que j'ai fait un rendez-vous avec elle, je lui ai demandé, mais parce qu'elle fait essentiellement des fleurs et des choses très poétiques, et je lui ai demandé, mais avec l'IA, pourquoi tu ne fais pas plein d'autres choses? Elle m'a dit, parce qu'en fait, l'IA, c'est tellement vaste, je peux aller tellement loin, que je me suis donné un sujet, et pour le moment, ça fait 1 an et demi que je ne traite que ce sujet-là. Et c'est la façon obsessionnelle dont je parlais tout à l'heure, ce geste obsessionnel, cette répétition, je pense qu'elle est là. Et la création, elle est là. Et pourquoi? Vous voyez, ça me donne la chair de poule quand je vois son travail. Ça m'est égal que ce soit de l'IA, que ce soit de la photographie, que ce soit... Je veux dire, elle n'empiète pas sur le domaine photographique. C'est une photographie comme à l'ère de Photoshop. Et c'est ce truc obsessionnel de se donner un cadre de travail. Et c'est ça, pour elle, sa création, c'est ça. C'est de se dire, je ne sors pas de ce cadre. Tant que j'ai des choses, tant que je découvre des choses à l'intérieur de ce cadre, je reste là-dedans. Voilà. Ok, merci Dimitri. Je vais laisser un peu la parole à Sandrine, justement, parce que toi, tu accompagnes des artistes, notamment en IA, notamment Marc, qui a pris le train assez rapidement. Alors je vais passer, voilà. Voilà, donc toi, tu accompagnes tes artistes, tu essayes de dédramatiser ce côté le monde change et notre boulot va disparaître. Bonjour à tous. Oui, effectivement. Moi, je ne produis pas, du coup, je ne suis pas du tout du côté créateur comme Dimitri. Je les accompagne, les garçons. C'est beaucoup de garçons. Il y a Marion Poussier dans l'équipe qui reste une fille. C'est vrai que c'est beaucoup de garçons dans l'équipe, pas par choix. Enfin, par choix humain, mais pas par choix de faire un quelconque équilibre. Effectivement, pour vous, qui êtes en train d'apprendre, c'est pas une question d'être pour ou contre ou de se positionner sur pour l'instant, je suis bien ou mal. Avant d'avoir un avis dans tout, et surtout professionnellement, il est question d'essayer. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un peu une obligation de tester la chose, de faire votre expérience pour pouvoir vous positionner, vous situer à l'avenir sur vos pratiques. C'est dans l'équipe, comme vous disiez Yann, je représente des auteurs. Julien Magre, il n'est pas question pour lui d'utiliser la photographie diluée à l'IA, mais vraiment pas question. Il fait que de la lumière naturelle. En commande, on essaye de protéger encore sa pratique et on essaye de l'imposer. Et moi, mon métier, c'est de défendre les artistes. Donc je vais vous dire que je défends le choix qu'a fait celui qui a décidé de pratiquer, qui a amené sa pratique à un niveau d'exigence tel qu'il peut répondre au V12 de la publicité, c'est-à-dire que c'est pas une création libre, ça reste, moi, ce que je vous raconte, un truc qui se fait sous contrainte, c'est-à-dire que c'est pas une création qu'on fait en carte blanche, c'est la plupart du temps une création qui vient d'un directeur artistique, je sais pas si vous avez encore ces notions-là, qui va briefer un auteur et qui va lui demander de réaliser une œuvre, attention, j'ai mis des gros guillemets sur œuvre, en tout cas une illustration publicitaire, et même il y a 30 ans quand j'ai commencé mon métier, on disait de la photographie qu'on utilisait en publicité que c'était de la photographie d'illustration publicitaire. Et dans le cadre de l'IA, on est effectivement très proche des pratiques qu'on a connues très tôt. C'est que même au temps avant la post-prod, la pub, elle découpait des hectares. Nous, on découpait jusqu'à 35 hectares pour composer une image, avec une voiture qui se reflétait dans une flaque et machin. C'est-à-dire que dans l'exercice de la commande, en tout cas, il a rarement été question, à part dans des cas exceptionnels de qualité, de compréhension de la photographie, de faire usage de la photographie tel que vous pourrez en faire usage dans le cadre d'un travail libre. C'est très différent du travail contraint. Juste pour vous cadrer que moi, je vous parlais de ce travail-là et que c'est donc pas un champ... je fais des généralités sur plein de choses, mais
garder en tête que moi, mon champ d'action, il est comme ça. J'accompagne des artistes purs, entre guillemets, vers la façon de gagner de l'argent. Et effectivement, quand l'IA est arrivée, j'en ai un dans l'équipe qui a fait un gros craquage, qui a le même profil que Dimitri, donc qui est un faiseur. C'est pas un gros mot, hein, je sépare les auteurs comme Marion Poussier ou Raphaël Daporta ou Julien dans l'équipe, qui sont effectivement des auteurs avec une identité qui ne bougera pas, qui ne fera pas d'IA. Des faiseurs, qui sont des photographes qui vont aller chercher à fabriquer, et non pas à shooter une réalité, c'est-à-dire pas à faire de la photographie, donc pas écrire avec de la lumière, mais écrire une vision avec des outils divers et variés qu'on a vu évoluer, le digital, la 3D, Photoshop, je veux dire, on a eu plein d'outils, et maintenant l'IA. Marc, jusque-là, qui a fait l'école, s'éclatait à faire plein de mélanges de toutes sortes. Quand il a testé 2021 Midjourney, il a fait un gros craquage. C'est-à-dire qu'il m'a appelé, il m'a dit « c'est terminé. J'ai plus de job, c'est mort, c'est fini pour nous. On ne sert à rien. » Il était hyper sérieux, il m'a un peu inquiété. Du coup, on a eu plusieurs discussions. J'ai discuté avec d'autres de l'équipe qui, certains me disent « ah, moi, rien à foutre, je m'en fous, je n'essaierai pas. » Pardon pour les gros mots. Aïe. J'ai mis 2 freins dans le cochon. Et du coup, effectivement, je lui ai dit, bah, écoute, lui, il est biologiste de formation, il est devenu photographe par les choses. C'est-à-dire qu'en première année, lui, il faisait biologiste. Il est devenu photographe, ça peut arriver aussi. Il finirait peut-être biologiste pour certains. Et du coup, je lui ai dit, écoute, t'es biologiste, ça veut dire que tu as une stratégie scientifique. Ça veut dire que tu vas te servir de ça. C'est-à-dire tu vas coucher ta créativité et ta peur qui vient de se lever, et tu vas te servir d'une autre stratégie que tu connais, que vous avez tous, qui est juste un truc mécanique de mathématiques. En disant, OK, je vais aborder la chose de façon froide, en disant, c'est devant moi. Et 2 choses, soit je le refuse, et dans l'exercice dans lequel il était, qui est un exercice de faiseur, ça pique. On a vu les photographes à l'époque où le digital est arrivé dans la publicité qui ont dit, moi, je ne veux pas prendre de boîtier digital, je garde l'analogique. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tous disparu, parce que j'en propose encore de temps en temps sur certains champs, mais ils ont tous disparu, ceux qui n'ont pas voulu apprendre le digital. Ça veut dire apprendre, ça ne veut pas dire choisir cette pratique, mais avoir la compétence de l'utiliser ou avoir la compétence de discuter avec des gens qui l'utiliseront et qu'on puisse comprendre dans un process créatif, même si vous intervenez qu'à un moment, ce vocabulaire et ces intrications pour la réalisation, c'est nécessaire pour vous. Vous ne pouvez pas faire l'impasse. Enfin, je vous le déconseille de faire l'impasse. J'ai demandé à Marc de ne pas le faire. Et du coup, il a plongé en mathématicien, à chercher des prompts. On a fait plein de... Moi, j'ai accompagné beaucoup le digital. La levée d'Internet, quand Internet est né en 1994, c'était mon sujet d'étude. J'étais encore à l'école. Ouf. C'était déjà le sujet, en fait. C'était de dire comment on dilue la création et on perd le fil de la création. Donc les sujets qu'on lève maintenant, c'est les mêmes, mais sauf que l'IA les a fait exploser de façon exponentielle parce que c'est des supercalculateurs et qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc globalement, c'était un peu long, pardon, comme introduction, mais je vous dis des trucs dans le désordre. Le modèle data qui déploie les IA génératives, elles envahissent le marché parce qu'elles sont financées par un modèle qui on dit data. Je ne sais pas si ça vous parle ou si je parle chinois. Il est économiquement viable, c'est un modèle qui marche très bien, qui a toujours bien marché. La création pure, ou la création pour les artistes, elle a toujours été un peu à côté, sur un modèle plus artisanal. Moi, je défends ce modèle artisanal au milieu de ça. Et si on veut vraiment le défendre, il est nécessaire de parler les 2 langues. Alors, vous pouvez être accompagné plus tard quand ça vient par des agents où il y aura d'autres gens qu'on appellera autrement. Mais vous, au début, c'est important que vous appreniez à garder les 2 langues, un peu comme si vous étiez dans un autre pays, et que vous ne pouvez pas vous couper de la discussion avec les autres. Donc apprendre, c'est vraiment votre axe, et vous confronter et faire cette expérience, c'est nécessaire. Du coup, moi, vous l'avez compris, je ne vais pas aller sur l'optimisation et la commercialisation, les possibilités de monétisation ou le tout. On fait chacun un peu notre part. Je vais rester sur le modèle artisanal et comment on modélise et on pérennise un modèle artisanal pour votre génération avec l'arrivée de l'IA, sans doute en la pratiquant. Peut-être pas, parce que peut-être que l'IA, peut-être que c'est un luxe plus tard, dans un navire que je ne connais pas, de faire de l'analogique. Parce que peut-être que le marché et les images vont être noyés par des productions amateurs. Ce modèle, quand il est déployé, le modèle des IA génératives, il n'est pas destiné aux créatifs.
il est fabriqué par des gens qui ont des besoins créatifs et qui cherchent à économiser sur les photographes, prestataires que nous sommes. Donc c'est un modèle qui est déployé, investi, pour faire ces économies-là. Et donc il est beaucoup destiné au lambda pour que tout le monde puisse l'exercer. Alors je diverge un peu avec la lecture, c'est que moi, une IA pure sortie de machine, même avec l'expérience de Marc qui a passé beaucoup de temps à le faire, pour moi c'est un ref amélioré. C'est-à-dire que c'est une idée poussée à l'extrême, et poussée à l'extrême d'une façon hyper intelligente et assez fascinante et très excitante, mais sa mise en œuvre n'existe toujours pas. Pour moi, la mise en œuvre d'une idée, elle nécessite l'intervention d'un humain. Ça veut pas dire que je fais pas de full IA avec les agences de pub de temps en temps. Là, le prochain qui sort, Altman a sorti aujourd'hui un truc sur le patrimoine, c'est full IA, on l'a fait, on le revendique. Mais derrière, à sa sortie, il y a beaucoup de post-prod. On prend pas un truc sorti de machine, parce que ça reste une sorte de refinalisé, très finalisé. L'analogie que j'emploie et que j'aime bien sur l'outil, c'est un outil, et ça on est tous d'accord, c'est pas autre chose qu'un marteau. Si vous avez un clou à planter et que vous prenez un marteau, c'est un bon outil. Si en cas de dissensus avec Yann, je le frappe au visage avec, c'est un mauvais outil. À cet endroit, ça demande forcément à l'humain de choisir ce qu'il en fait. Si vous êtes dans un plein choix, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de prise de décision de l'IA, comme tu disais, il n'y a pas de sens chez l'IA, il n'y a pas d'intention, elle ne va rien faire. Par contre, si vous laissez embarquer dans l'IA, vous vous retrouvez peu ou prou au niveau de l'amateur qui a passé des heures à en coller derrière un écran à prompter, en fait. Qu'est-ce qui va vous différencier si vous utilisez de l'IA d'un amateur? Ça va être votre savoir-faire, votre compétence photographique, d'être capable de dire je suis à telle distance de mon sujet, je veux tel objectif, je vais mettre tel type de lumière. Vous voyez, on peut dire tout ça à une IA qui va pouvoir le transcrire. Si on ne lui dit pas, on ne le saura pas. Et c'est vraiment votre œil et votre façon de vous exprimer qui va pour rentrer ou pas dans ça. Mais de fait, même ceux qui n'ont pas envie, parce que j'ai cru comprendre que certains d'entre vous qui disent je veux pas, je sais pas ça la photographie, c'est pas de la photographie, mais ça enrichira votre discours photographique de façon certaine. Et ça remplace pas la photographie. Aujourd'hui, il y a sans doute pas de mot. Peut-être dans le futur, il y aura un mot. C'est-à-dire une sémantique qui correspond à ça, une sorte d'illustration à tendance plus ou moins photoréaliste. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas un mot, il y aura peut-être une sémantique qu'on ne connaît pas encore. On est encore tous que dans des expérimentations. Hein. C'est pas très fixé pour l'instant. Et dans les images là, qu'on a fait avec Marc, il a d'abord fait peut-être... Donc ça, c'est un sujet qu'il a fait un peu après, mais c'est devenu un édito. C'est de l'ordre de la carte blanche. Où, alors on a positionné avec Marc, je vous mélange un peu les sujets quand même, mais la question de l'éthique dans le fait qu'on ne shoote pas les humains en IA. Ça, c'est un refus catégorique de ma part, mais après discussion avec plusieurs, et c'est un refus que je pose aux agences, de dire, moi, éthiquement, je ne veux pas représenter un humain auprès d'autres humains, parce que dans la narration qu'on en fait, ça a des conséquences que je ne contrôle pas et qui ne me plaisent pas. Donc je shoote les humains. Donc ça, c'est des humains shootés en studio, qui sont réintégrés dans un modèle qui est produit en IA. Donc tous les modèles, c'est du studio, et ensuite c'est réintégré. Tu peux... Oui, pardon, ouais, je sais pas faire ça en même temps. Refais encore. Pardon, ouais. celui-ci... Ouais, bon. T'en avais pas avant? Il y avait celle-là. Oui, c'est la même série. Ouais. C'est la même série. Tu peux avancer. Donc, du coup, effectivement... Pardon, c'est un peu long. Fais-moi ton truc. Ouais, c'est long. Réinventer la pratique. Je vous ai fait dans le désordre. C'est pas grave. Ça, c'est la première. Donc, il a prompté, il s'est remis, il m'a dit t'avais raison, je m'éclate. Je lui ai dit donc tu continues. La règle numéro 1 que je donne à mes auteurs quand je leur dis vous êtes obligés d'y aller, c'est vous y allez, c'est je vous oblige, c'est pas une question. Si vous vous amusez, continuez. Si vous êtes en souffrance, arrêtez. On ne se met pas en souffrance sur un média. Et c'est pas un média, c'est un outil. Donc, si on ne s'éclate pas, s'il n'y a pas de plaisir à pratiquer, on arrête. Alors, on insiste un peu parce qu'on apprend, donc on apprend. Et si à la pratique, il n'y a rien qui se passe, ça vibre pas, c'est pas waouh, même si c'est peut-être que des faux ongles, c'est pas waouh du tout, ça ne sert à rien. N'interrogez pas un truc qui vous met en souffrance. Et donc là, Et donc ça, c'est la première réalisation de Marc. Donc c'est un vrai projet, du coup. Donc les deuxième année ou troisième année ici présents connaissent, mais je le montre du coup pour les premières années. Je mets pas trop de son, mais tu peux expliquer en même temps, je pense, Sandrine. Malvoyant. Oui, bah allez-y, c'est clair.
Je m'appelle Reine Herminion Etal, j'ai 22 ans et je suis albinos. C'est une pathologie héréditaire qui va créer des problèmes de vue. J'ai 78 ans et je suis malvoyant, je suis atteint d'une tinite pigmentaire. C'est une maladie génétique qui apparaît à la naissance mais qui se développe ensuite au cours de la vie. J'ai commencé à perdre la vue en 2008. Je vois encore la lumière, mais je ne vois plus les couleurs, par exemple, ce qui est dommage, mais je suis contente de les avoir vues. Mon rôle dans ce projet est de créer des images qui n'ont jamais existé, seulement dans leur tête. Grâce à l'intelligence artificielle et aux mots-clés que je choisis lors de nos échanges, les photos et leurs souvenirs vont prendre vie. J'ai une image qui me vient en tête, c'est l'image de ma fille âgée de 6-7 ans. On avait installé une balançoire sous le tilleul. Je la vois encore là, se balançant. Je vois très bien comme si j'y étais là. J'ai commencé l'athlétisme grâce à un grand champion, Carl Lewis, en voyant ses exploits et en disant à ma maman, je veux faire comme ce monsieur. Je me rappelle, elle était en train de faire à manger dans la cuisine et moi je suis arrivé en lui disant, maman, je veux être un grand champion. Et c'est parti de là en fait. J'ai un souvenir qui se passe au Maroc, dans le sud. Nous sommes arrivés dans une oasis. Et là, ça a été le bonheur total. Il y avait beaucoup de palmiers, avec des couleurs absolument magnifiques, des tons verts un peu tirant sur le jaune parfois. Un tableau absolument extraordinaire. J'étais dans une colonie de vacances pour personnes avec un handicap. Et on était tous des enfants innocents, plus ou moins innocents. Comme dans une bulle. C'est un moment que j'aimerais garder au plus profond de moi, tel qu'il est. Tout canal qui me permettrait de transmettre le meilleur de moi aux autres, pour moi, c'est fondamental. J'en ai parlé à mes enfants, qui ont été très très heureux que je puisse faire ça. Maman, c'est formidable, à ton âge, tu peux encore témoigner et aider, faire connaître ce handicap. Démontrer une fois de plus que c'est pas parce qu'on est malvoyant ou aveugle qu'on est bon à rien. Qu'on est encore capable de faire beaucoup de choses, des choses intéressantes, des choses importantes. Et ça, c'est l'occasion. Excusez-moi. C'est pas parce qu'on est malvoyant, parce qu'on est non-voyant, qu'on ne peut pas vivre certaines expériences. Voilà. Pouvoir, à travers ce tableau, montrer que derrière l'ombre, il peut avoir la lumière. Bon, désolé, c'est un peu lent. Ça, c'est le premier gros sujet qui nous a réconciliés avec l'IA tous, parce qu'on avait tous un peu peur. L'agence, qui voulait absolument faire ce truc comme ça. Nous, parce que Marc, il avait fait presque 1 an de prompt et de test, et on était pas mal, et on pouvait faire des mélanges. On avait déjà deux, trois choses techniques qu'on avait posées. Mais quand même, de donner du sens, d'un seul coup, la question de l'outil, elle disparaît. Et ce qui est intéressant dans la pratique de l'IA, c'est de la voir effectivement comme un truc de co-création. Alors, il y a certains qui parlent de co-création avec la machine, parce qu'effectivement, il y a une sorte d'aller-retour avec la machine qui est possible, comme si on la faisait avec quelqu'un avec qui on bossait en co-création. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on utilise de l'IA dans un process de faire ensemble une idée, on va rentrer dans une co-création. C'est-à-dire même un photographe seul avec une IA, il va faire moins bien. Un photographe qui va bosser avec le directeur artistique, qui va bosser avec le réalisateur, parce que là, il y a un réal, un photographe, un directeur artistique et les gens. Et du coup, la marque, il interroge les gens. On réfléchit au process. On dit, OK, comment on va faire? Donc, il y avait une idée. Comment on va faire? Attends, on pourrait faire comme ça. Ouais, non, mais attends, parce qu'il voulait faire des interviews. On dit, non, il a besoin, lui, de parler avec les gens. Il a besoin d'y aller parce que c'est son émotion qui va réagir à ce que disent les gens. Si vous nous filez des interviews déjà faites, ça va être très plat. On va rien pouvoir tirer de ça. Et comme il avait cette expérience et qu'il avait besoin d'aller avec son émotion, il a fait, lui, les interviews. Voilà, d'un seul coup, le photographe, il quitte complètement son champ, il se met à aller interviewer des gens. Ensuite, il prompte, c'est remonté pour de faux parce qu'il a mis beaucoup plus de temps que ça à prompter les souvenirs et à faire des allers-retours. Et ensuite, il tombe les images. Et là, d'un seul coup, on est dans un usage
intelligent, qui fait du sens et qui humainement a une valeur haute. Alors je ne dis pas que c'est une œuvre d'art, mais c'est un exercice de co-création qui est hyper intéressant et franchement excitant, intellectuellement satisfaisant, quoi. Je me tais, je suis un peu longue. Je fais plus court à la prochaine partie. C'est très, très intéressant. Alors, hop, on va aborder du coup les enjeux éthiques, en gros la responsabilité, que ce soit des créateurs, des artistes. Et je vais laisser du coup de nouveau la parole à Dimitri qui va évoquer le sujet. Merci. Je voulais juste rebondir parce que sur le terme que tu cherchais peut-être pour nommer cet outil ou cette image, j'ai travaillé en discutant avec un neuroscientifique, il me parlait de photopsychographie. Photopsychographie, c'est très intéressant parce que ça représente, c'est ça, c'est l'IA, c'est comme une photographie de ce qu'on peut imaginer. Et en fait, l'artiste jusqu'à maintenant travaillait sur son vécu. Avec cet outil, on peut maintenant travailler sur une intelligence augmentée. Et c'est l'intelligence de l'humanité. Et que justement, quand on va chercher des images, quand on va chercher là-dedans, même si elle est biaisée, on en reparlera après, ce qui en sort, c'est aussi une vision de l'humanité. Et donc, il y a peut-être une différence aussi, et on va arriver donc sur les sujets maintenant éthiques et de responsabilité. Sur la protection des droits d'auteur, mais on va revenir sur l'éthique, parce que pour moi, un de mes grands sujets en ce moment, c'est justement l'éthique, et c'est comment arriver à créer en étant respectueux, en utilisant un outil, comme je disais, qui est un outil fantastique, parce qu'effectivement, ça regroupe une sorte d'intelligence augmentée. Mais comment le faire sans voler, sans le travail des autres? Bon, déjà, il faut bien comprendre comment fonctionne... tu peux... Ouais, le premier slide. Ah, ouais, c'est pas celui... Mais bon, sinon, celui-là, on va commencer là. C'est comment ne pas voler le travail d'autres artistes. Bon, j'avais commencé par ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de vidéos sur YouTube et en fait, ils présentaient comment, sur Midjourney, créer des images dans le style de machin. Donc c'est simple, ils vous donnaient directement le nom du photographe à copier. Et là, ça pose un problème. Ce qu'il faut bien comprendre dans les IA, donc c'est les deux phases. Il y a la phase d'entraînement. La phase d'entraînement, c'est comment vous allez nourrir votre IA pour qu'elle apprenne tout ça. Dans la phase d'entraînement, je suis photographe, toutes mes images ont été sur Internet, heureusement, puisque c'est ce qui a fait aussi ma notoriété, c'est ce qui a fait que j'ai pu travailler, passer pendant une dizaine d'années dans des avions non-stop. Donc c'est la visibilité de ces images, c'est ce que j'ai voulu, je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont voulu, c'est de les mettre sur Internet. Ce que fait l'IA, c'est qu'ils vont entraîner, elle va aller chercher tout le net, et ça, ils vont chercher sur tout le net et ils vont entraîner l'IA sur tout ce qu'elle trouve sur Internet, que ce soit des images, que ce soit du texte. Est-ce que c'est du vol? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, alors toutes les informations que je cherche, je suis allé à des conférences avec des scientifiques, avec justement pour comprendre comment fonctionne tout ça. Parce qu'on me disait, oui, mais l'IA, en fait, elle prend des morceaux d'images, elle les recolle ensemble. Non, l'IA, elle ne prend pas des morceaux d'images, elle ne les recolle pas ensemble. Ce qu'elle va, c'est qu'elle va sur Internet et elle va étudier des probabilités. Ce qu'elle va voir dans une image, c'est qu'elle va en retenir les probabilités. Elle va retenir, par exemple, que les yeux, dans 99% des cas, les yeux chez les humains sont situés aux 2/3 du visage. C'est très rare qu'ils soient à la moitié. Et c'est très rare qu'il soit à 1/3. C'est ça ce qu'elle va mémoriser. Elle va mémoriser le langage des images et non les images elles-mêmes. Donc ça, c'est déjà une grosse nuance. Et ce qui fait que quand on entraîne une IA, elle va observer les images. Et c'est là où on arrive à non, reste avant. Voilà. Donc cette peinture de Manet, Le déjeuner sur l'arbre, que tout le monde connaît. Et en faisant des recherches, voilà, il en existe. Alors, en haut à droite, c'est l'illustration à partir de laquelle, enfin une gravure, à partir de laquelle Manet s'est inspiré. Si vous regardez dans l'angle en bas à droite,
vous verrez la scène qu'il a représentée en grand. C'est une gravure qui est de je ne sais plus quand. Ensuite, il y a une version de Picasso. Ensuite, nous avons un artiste des années 70 dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolé. Ici, nous avons une version de Mario Sorrenti de 98. Et ici, une version de Ines van Landschoot et Vinod Matadine de 2012. Est-ce qu'il y a copie? Est-ce qu'il y a inspiration? Donc toute la question, c'est de savoir où se situe l'inspiration et où se situe la copie. Moi, dans ma démarche, c'est en tous les cas, quand on génère une image, c'est de ne pas pouvoir utiliser le nom de l'artiste, de ne pas pouvoir dire « je veux une image dans le style de Mario Sorrenti ». Ça ne devrait pas être possible. Ce que a bloqué par exemple OpenAI, maintenant, si vous essayez de générer une image sur Dali en disant « je voudrais une image dans le style de un tel », en général, il bloque l'image. En revanche, si vous allez sur Midjourney, vous mettez n'importe quel nom et ça passe. Et plus le photographe va être connu, plus vous avez de chances d'avoir quelque chose qui est similaire. En même temps, c'est là où je travaille sur une charte. Donc l'idée de la charte m'est venue justement avec Anna Katoba, quand en travaillant avec des clients, c'est comment les rassurer pour que quand on utilise un artiste IA, on puisse être... Alors, il n'y a pas, à l'heure actuelle, il n'existe pas de... Enfin, il n'y a pas de cadre légal encore défini en France. Non, mais il n'y a pas eu d'accord de copyright. Oui, mais tu n'as pas de copyright qui a été accordé pour une image créée en IA. Alors, ils ne le feront pas. Il faut savoir qu'en Chine, par exemple, le copyright a été accordé il y a un peu plus de 6 mois pour la première image. Effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas non plus de copyright. Il existe 2 cas. Alors, attendez, je reprends. Oui, mais justement. Aux États-Unis, il existe plusieurs cas. Il y a le théâtre d'opéra spatial, par exemple, où l'artiste a demandé à avoir des droits d'auteur sur cette image. Ça a été refusé. En revanche, ça a été accordé sur les retouches Photoshop. Pourquoi? Parce que il considère que les retouches Photoshop, c'est l'intervention de la main humaine. Alors que le reste de l'image, il n'y a pas d'intervention humaine, à part le prompt. Et donc, ça a été refusé. Donc, pour le moment, il n'y en a pas. Il y a le cas de Zarya of the Dawn, qui est une bande dessinée. Et dans ce cas-là, effectivement, le copyright a été accordé, non pas sur chacune des images, mais sur la composition de la bande dessinée. En fait, l'histoire, c'est que c'est une femme, une artiste qui a voulu faire une bande dessinée, qui a généré donc, plein d'images et qui les a agencées pour créer sa bande dessinée. Donc là, le copyright a été refusé sur chacune des images individuellement. En revanche, il a été accordé sur l'enchaînement des images. Là, effectivement, l'intervention est humaine, donc on s'est accordé. En France, pour le moment, sur le copyright, en tous les cas, il n'y a pas eu d'accord. Et le seul cas qui existe, c'est Liu en Chine, qui est une image relativement simple, on va dire, de type shooté avec un Nikon, un truc comme ça, un portrait. Et là, il a été accordé. Pourquoi? Parce que l'auteur a pu démontrer une succession de prompts et une intervention de sa part, une réflexion. Ce ne sera pas accordé sur de l'IA. Moi, justement, je défends l'idée qu'on puisse... Enfin, j'accompagne des artistes, je travaille avec des juristes, des avocats, pour qu'on accorde le droit d'auteur aux images générées par IA. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. D'autant plus que quand on est photographe, c'est ce que disait Yann tout à l'heure, si vous êtes photographe, alors si vous avez un peu d'ancienneté ou pas du tout d'ancienneté, vous allez pouvoir nourrir, et c'est là où l'IA devient très intéressante, c'est que vous allez pouvoir la nourrir avec vos propres images. C'est ce que j'ai fait avec mes images. Donc j'ai pu utiliser des images qui avaient 20 ans, des images qui avaient 10 ans, j'ai pu mélanger les idées entre elles, et j'ai pu générer des nouvelles images à partir de ça.
Et ma connaissance, et c'est là où ce que Yann disait tout à l'heure, la connaissance photographique fait, toutes les connaissances d'ailleurs, plus vous allez apporter de connaissances personnelles, plus vous allez pouvoir générer une image personnelle. Et j'ai fait le test avec une avocate l'autre jour, on a passé 2 heures ensemble où je vais montrer les méthodes de travail pour qu'elle comprenne, parce qu'en fait le problème c'est qu'on a d'un côté un discours légal qui dit bah non, on peut pas accorder des droits d'auteur puisque ça a été entraîné sur des images volées. Bon, déjà il y a l'incompréhension du fait que les images ne sont pas volées, puisque là je viens de vous montrer avec ces images que de regarder une image, de s'en inspirer, c'est pas forcément du vol. Déjà. 2, c'est que l'IA, en aucun cas, ne stocke les images. Il n'y a pas de stockage des images, il n'y a pas d'accumulation d'images, il n'y a pas de « je prends un petit morceau de ci, un petit morceau de ça ». Non, ce que je mémorise, c'est des courbes de probabilité. Et entre ces différentes courbes, je vais générer... Et j'ai un mathématicien avec qui je travaille, qui est à la faculté d'Avignon, avec qui j'ai échangé justement, et qui a réussi à me convaincre, alors que j'étais convaincu en tant que photographe que ce n'était pas possible que l'IA crée quelque chose. Il a réussi à me convaincre que oui, l'IA, tout ce qui sort d'un modèle est neuf. Même si ça ressemble, et ça j'avais compris ça auparavant avec le travail par exemple de Barbua et Brodbeck et de Barbua, qui avaient fait un travail où ils essayaient de représenter des images, et justement qui font partie de cet inconscient collectif. Et on revient à cette idée de super conscience collective. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en rentrant des phrases, ils ont réussi à se rapprocher d'images qui étaient connues. Pourquoi ? C'est ce qui s'appelle la surreprésentation. C'est qu'une image, si je vous parle d'une femme qui a des cheveux longs, un sourire mystérieux, c'est une peinture, vous savez déjà à peu près de qui je parle. Le principe, c'est le même. C'est qu'une IA, quand il y a une image qu'elle va avoir avec multiples occurrences sur Internet, plus elle va la voir, plus elle va la mémoriser. Et donc le principe est exactement le même sur ce travail de Brodbeck et de Barbua. C'est ce qu'ils ont mis en avant, sans le savoir réellement, mais ils ont réussi à recréer une image parallèle de l'histoire de la photographie en recréant des photos. Sauf que si on se regarde de plus près, ces images n'ont rien à voir, mais dans l'inconscient collectif, quand on les regarde, on est tous persuadés que c'est l'image en question. Et j'avais fait l'expérience il y a très longtemps, moi, sur une campagne, justement, je crois que c'était pour le Carré du Louvre, où on avait recomposé une image de la Joconde. On était très très loin de la Joconde originale. Sauf qu'on se rend compte que c'est des images qui sont tellement ancrées dans l'inconscient collectif qu'il faut très peu de choses en fait, pour qu'on les reconnaisse et pour qu'on se dise « Ah bah tiens, ça fait référence à ça ». Et c'est exactement ce qui se passe là. Sur ces images, on a le déjeuner sur l'herbe, l'original, mais ici, c'est toutes les autres sont des inspirations. Et l'inspiration, pour ça que juger et dire « ça c'est de l'IA et ça copie », il y a un discours, il y a une réflexion à avoir qu'il faut aller chercher plus loin. Voilà. Et ça, c'est la définition même du droit d'auteur, c'est l'empreinte de la personnalité de son auteur. En fait, le travail, et c'est ce que j'ai aussi compris, c'est que dans le droit, vous avez le droit d'utiliser le style d'un autre photographe, d'un autre artiste. C'est-à-dire que si vous faites un travail qui est différent, dans lequel, et c'est le cas de la peinture d'avant, vous allez pouvoir utiliser des codes, vous allez pouvoir utiliser des choses, mais si vous les interprétez et que ça représente votre propre identité, c'est de la création. D'où l'idée de la charte, justement, de travailler avec, d'un côté, des juristes, de l'autre côté, des artistes et des clients. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas développer une utilisation éthique de l'IA si on ne fait pas participer tout le monde. L'artiste doit aussi avoir son mot à dire. C'est-à-dire que le but de faire une charte, c'est de ne pas bloquer justement les artistes. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une charte aussi qui interdit tout, et puis du coup la création, ça va être quoi ? Ça va être, j'ai le droit de rentrer, et si on se limite à ça, c'est que des prompts et rien d'autre. Au contraire, vous allez pouvoir tordre l'IA, vous allez pouvoir, si vous pouvez, utiliser vos propres images de référence. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que maintenant, c'est un super plaisir. Je prends mes images, mais des choses, même parfois, que je vais shooter avec mon téléphone. Je mets ça dedans parce que, je ne sais pas, j'ai une forme qui me plaît, une couleur.
Et c'est là où l'utilisation de l'IA multimodale, à mon avis, va être super intéressante. C'est que pour le moment, tant que c'est limité à un vocabulaire de 500 000 mots ou 50 000 mots médiocres d'un anglais moyen international, ce n'est pas de la création. On ne peut pas arriver à de la création avec un langage qui est limité et formaté. On arrivera à de la création le jour où on pourra influencer la création avec la température du café qu'on a pris le matin, la claque qu'on s'est pris la veille, le voisin qui nous a... Voilà. Quand vous pourrez mettre tout ça dans l'IA, là, ce jour-là, on aura une création vraiment authentique. Et en tant que photographe, en tant que créateur, en tant que... Justement, c'est de ne pas limiter votre création à 50 000 mots. Ce n'est pas suffisant. Abreuvez, quand vous travaillez avec de l'IA, quand vous faites de l'exploration, utilisez toutes vos connaissances que vous allez apprendre ici pour l'injecter. Et là, quand vous travaillez justement avec un avocat, je vais montrer, je vais dire, voilà, moi, il y a mon prompt. Et puis en plus du prompt, je mets cette image, et puis j'utilise cette image en CRF, et puis j'utilise cette image en StyleRef. Et le résultat, après, je vais faire 50, 100, 200 itérations de ce résultat-là pour arriver à l'image qui me plaît. Légalement, devant un tribunal, c'est pas reconnu, effectivement, pour le moment, mais je me rapproche beaucoup plus d'une création que quelqu'un qui met juste un prompt. Et légalement, je peux démontrer l'empreinte de ma personnalité. Ouais, tu peux montrer tout ton cheminement aussi. Exactement. Tout le Alors cheminement ça, et la réflexion. Le problème de ce problème-là en éthique, pour moi, qui arrive à un sujet sur le cheminement, je vais vous dire tout de suite. Le problème de ça, de ce que tu dis, c'est qu'on arrive à... C'est que ces sociétés, elles vont mémoriser. Alors ça, c'est l'un des... pour moi, c'est une autre problématique au niveau de l'éthique. C'est qu'à partir du moment où vous allez abreuver et où une société va pouvoir identifier tout votre processus créatif, elle va maîtriser votre processus créatif. Et donc là, on va arriver sur un problème où on va avoir des sociétés qui sont situées aux États-Unis, qui vont comprendre les logiques de création de tous les artistes planétaires et qui vont s'approprier, parce que à l'heure actuelle, il y a cette idée qu'on va aller chercher de plus en plus de data. Et qu'est-ce que c'est que votre historique depuis... Moi, mon historique, ils l'ont depuis 2 ans. Ils savent tout mon raisonnement. Ils connaissent tout mon raisonnement, mes références, mes cultures, tout ça. Il suffit de prendre tous mes prompts, puisque vous avez tout l'historique sur Midjourney, par exemple, qui est stocké. Donc ça sous-entend qu'on a un problème de souveraineté, souveraineté artistique à ce niveau-là, puisqu'on va... votre processus créatif, le processus créatif de tous les artistes va être stocké. Et donc, si on utilise ça, on pourra probablement recréer aussi le processus créatif, non seulement une image, mais le problème, il va arriver quand on va pouvoir recréer le processus créatif des Français, des Allemands, des Espagnols, voilà. Et donc ça, c'est aussi l'un de mes grands combats. Ok, merci Dimitri. Et du coup, on enchaîne avec Alexandre. T'as plus de micro ? Il marche plus ? Tiens. C'est passionnant. Je ne sais pas si ça vous intéresse tout ça, mais c'est vrai que du coup, c'est pas ma partie. Du coup, je l'écoute. Ça fait. J'ai décroché pour écouter. Ça pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, ce qu'on partage avec vous, c'est beaucoup des questions. Il y a plein de trucs en suspens. En tant qu'agent et avec mes auteurs, avec Marc, on a fait, je sais pas, une dizaine de campagnes plus ou moins. J'en ai mis quelques-unes plus ou moins remplies, enfin plus ou moins utilisant de l'IA ou pas, avec quelques full IA. J'ai toujours vendu de droit d'auteur, que les choses soient claires. Je défends les auteurs, mon métier c'est de vendre du droit d'auteur et la question ne se pose même pas pour moi. Ça, c'est le contre-exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que quand il y a un exemple, il y a toujours un contre-exemple. C'est l'exception qui confirme la règle. On ne prompte pas dans mon équipe de visage humain, parce que ça serait contraire à des conséquences qu'on ne connaît pas et contraire à de l'éthique. On ne sait pas les conséquences que ça a de prompter des humains et de montrer des humains promptés à des jeunes enfants qui déploient leur cerveau et qui se mettent à avoir une vision d'eux-mêmes qui serait un truc prompté. On voit ce que les réseaux sociaux font sur les ados d'aujourd'hui
et peut-être sur certains d'entre vous dans la représentation de ce qu'ils sont, prompter un humain, ça peut être très grave. Donc comme on ne sait pas, chez moi, on ne fait pas. Sauf que sur ce truc-là, on a dit oui, pourquoi ? Je ne sais pas si vous voyez l'accroche. En gros, cette campagne, c'est un truc qui a été fait pour la protection des enfants sur les prédateurs sexuels et qu'il était question de représenter des prédateurs sexuels. Les gars, les filles, c'est pas mal de ne pas faire un casting dans ces cas-là. Éthiquement, c'est correct de le faire fabriquer, c'est-à-dire que ces hommes n'existent pas. On est content de le savoir. Ils existent dans la réalité, mais en termes de production, éthiquement, on est clean quand on fait ça. C'est le contre-exemple de l'éthique qui dit on ne fait pas d'humain. Comme tout à l'heure, quand on était dans un truc d'éthique clean, on sait qu'on est juste. Et ça, c'est pas forcément un truc de spécialiste, c'est chacun avec sa conscience qui se demande à l'intérieur, est-ce que ça c'est juste ou est-ce que ça c'est déplacé ? Vous êtes tous capables de le faire. Hein. C'est vraiment un truc assez naturel. J'en avais mis un autre, je crois, dans les refs de... Bon, et ça, vous allez me dire, ouais, mes petits animaux, c'est dégueulasse, on peut très bien les faire en photo. Ça, c'est full IA aussi. Alors, la précédente, c'est full IA, ça, c'est full IA. Il n'y a pas de photo. Ouais, il y a l'étiquette qui est rajoutée en post-prod. Ouais, c'est ça. Voilà, ok, elle compte pas vraiment. Bon, l'étiquette est shootée. C'est pas une étiquette, hein, c'est la carte One-Up, je te le signale. Donc ça, c'est une campagne pour la carte One-Up. Ils ont fait le film avec des vrais petits animaux. Et alors, ils avaient un problème en photo. Et quand j'ai commencé mon métier en 94, donc en 95, j'ai été traumatisée par un truc, je crois que c'était Nestlé, avec un petit lapin qui faisait du nunchaku. Dans la publicité, à cette époque-là, quand on voulait utiliser un petit animal et lui faire faire quelque chose, on le tuait. Alors d'abord, on le castait. Ensuite, on le tuait. Ensuite, on le faisait empailler dans la position qu'on veut. Ensuite, on le shootait. Moi, j'ai pleuré. J'avais 24 ans. J'ai chialé. Et bien là, moi, éthiquement, je suis clean. J'ai fait des petits animaux, j'ai fait de mal à personne. On s'est bien marré, je trouve ça trop mignon. Voilà. Après, tout se critique. C'est-à-dire que ça, c'est ma posture. Et quelqu'un en face va dire moi, je ne suis pas d'accord parce que vous avez montré des petits animaux qui n'en sont pas. Et que, voilà, donc, mais l'important, c'est que chacun suive son éthique personnelle. C'est comme le marteau. Le marteau, a priori, il n'est pas vendu pour le mettre dans la tête de son voisin. Maintenant, si vous décidez de le faire, rien ne vous en empêche. D'accord ? Et alors, vous aurez à vous en remettre aux autorités ou pas. Il n'y a rien qui va pouvoir légaliser, surtout pas dans ces dimensions-là qui sont en plus déterritorialisées, c'est-à-dire qu'un ordinateur peut habiter n'importe où dans le monde et que donc, si on veut faire mal, en général, on s'organise pour être en dehors des territoires qui sont contraints par la loi. Et donc, c'est même pas la peine de perdre son temps avec ça. Hein, Internet posait déjà la question, le vide juridique, même s'il ne plaît pas aux juristes, il existe. Vous débranchez une machine à un côté du monde et vous la rebranchez de l'autre, et c'est inattaquable. Ça sera le cas avec l'IA. Sur les enjeux pour vous, ça questionne, je crois, sur vos générations, la question des récits et des nouveaux récits. Je ne sais pas si vous avez en tête ce que c'est que les nouveaux récits. C'est un truc qui est défendu plutôt du côté du cinéma et des gens qui écrivent. C'est un truc qui dit, c'est l'équipe de Cyril Dion là, qui a fait Demain, qui était beaucoup sur ce truc-là pendant le confinement, et qui disait on expérimente aujourd'hui une vie et une réalité qui a été envisagée dans les récits de ceux qui ont créé avant nous. Et si on regarde bien ce qui se passe, c'est pas que faux. Et donc, il mettait un warning en disant « Attention, créateurs, gardez en tête que le récit que vous faites aujourd'hui influencera le monde de demain. » Et là, je parle d'éthique, alors pas au sens du droit, mais au sens de l'éthique personnelle, de dire « Ok, gardons une vigilance sur qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui, parce que ce qu'on fait a vertu à être regardé, que ce soit une campagne de pub, que ce soit un truc perso, et donc de laisser une trace, et donc d'influencer un demain. » Et du coup, outre les guerres et une narration hyper clivante ou des trucs très difficiles humainement, si effectivement des auteurs se mettent à produire des choses pacifiées qui vont porter des valeurs humaines, etc., mais ça influence sans doute le demain. C'est une posture probable pour un étudiant. Outre ça, je pense que globalement, aujourd'hui, tous ces modèles de processus qu'on utilise en IA générative dans nos tout petits métiers, ils interrogent le modèle de la société qui est en train de se faire aussi et qui sait pas très bien encore où elle est. Et il est question pour moi que vraiment chacun se mette au centre en tant qu'humain, parce que si on n'est pas au centre en tant qu'humain, on est très vite disqualifié par des machines. Ça a l'air de rien, mais c'est des heures et des heures et des heures, et c'est la version 14, je pense. On a tout fait. La mousse un peu plus comme ça, le truc, non mais finalement plus comme ça. Bon, c'est des publicitaires, c'est plutôt du rigolo, mais a priori pour moi ça c'est pas dangereux pour le monde de demain, donc j'ai pas peur. Et puis alors, je te 10 secondes, c'est que pour moi c'est la première campagne que j'ai vue où c'était vraiment mentionné
clairement sur le côté que c'était réalisé avec l'aide de l'intelligence. On l'a fait avant que ce soit obligé. En fait, ça, c'est un truc qui a été acté. Donc, effectivement, avant de faire le Parlement de la photo, j'avais bossé avec le ministère de la Culture sur le groupe Culture avant qu'ils partent à l'IA Act, donc ça commence à dater un peu, sur qu'est-ce que c'était les intrications dans nos métiers, avec différents métiers autour de la culture. Moi, je représentais la photo de pub, entre guillemets. Enfin, on était deux à représenter. Il y a Magda qui est agent et moi qui représentions les gens qui s'occupent des auteurs. Il y avait des auteurs qui produisaient sous IA et tout ça. Effectivement, ça, c'est un truc qui est acté maintenant, c'est qu'en principe, parce que j'ai vu une campagne sortir qu'on a faite, je crois, ils ont oublié la mention. En tout cas, sur les réseaux sociaux, je ne la vois pas. Elle était trop petite. En principe, depuis le 1er juillet, tout le monde est supposé écrire « image produite par une IA ». Il y a une asso, d'ailleurs, par exemple, qui défend le label image produite par un humain, qui s'appelle Fabrication humaine. Et eux, alors il y a plein de gens qui se sont rassemblés. Eux, ils font un truc comme ça, de dire OK, on peut discriminer l'IA en disant ça a été fait par une IA, ou on peut aussi dire ça a été fait par un humain. Parce qu'effectivement, pour le public, moi je suis assez triste du chiffre que tu as annoncé en début de conf, je t'avoue, de dire il y a 43% des gens qui trouvent que c'est vachement plus beau, un truc simple et facile. Ça, c'est la question du lissage. Il y a un vrai danger, quoi. Il y a un vrai danger sur le lissage et sur le alors du no-code, mais du no-sens, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est joli, ça a l'air, ça ressemble, quoi. J'ai un de mes... Raphaël Delaporta, je ne sais pas si vous connaissez notre travail d'auteur, qui est assez dingue, documentariste français, qui commence à vieillir, qui bosse beaucoup sur les vanités. Il s'intéresse beaucoup à la recherche en général. Là, il bosse avec un chercheur qui a demandé à une IA générative de texte ce matin, Sarah a 2 sœurs et 2 frères, combien les 2 frères ont de sœurs? L'IA a répondu 2. C'est faux, les gens, vous pouvez la faire. Hein. En vrai. Non, oui, c'est surtout. Elle a considéré que Sarah n'était pas un enfant. Elle n'est pas faite pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas écouter. L'IA, et donc l'IA, si elle fait des petits... Alors nous, on l'a fait exprès, ça. Parce qu'on a un brief, on sait quel animal on met dans les bras de qui, il faut qu'il fasse... C'est compliqué d'y arriver et c'est de la technique. Mais si vous promptez un truc, il y a des petits chats marrants. On veut des animaux marrants. Et que l'IA vous fout un chapeau sur la tête du truc. Mais il n'y a pas de raison, en fait. Et il n'y a pas de sens au chapeau. Et elle va replorer un truc où il trouve ça marrant. Elle aura vu 3 Charlie Chaplin et elle se sera dit tiens, vas-y, avec un chapeau, il trouve ça drôle. Alors que vous, tout ce que vous allez mettre dans vos images, ça a du sens. Si ça en perd, moi, je crois qu'on n'est plus dans une œuvre. On est dans effectivement ce que disait Dimitri. Alors, une IA générative, c'est une vraisemblance de tout ce qu'elle a appris. Et donc, c'est un lissage. C'est-à-dire que contrairement à certains qui disent qu'elle crée, je vais défendre jusqu'au bout qu'une IA ne peut rien créer parce que la création, elle est intrinsèque à l'humain. Donc, c'est impossible qu'une IA crée. Elle fait une vraisemblance, donc elle fait une création vraisemblante au milieu de tout ce qu'elle a appris par rapport à ce qu'on lui a demandé. Mais elle ne s'appuie que sur du déjà créé. Donc, elle fait des vraisemblances tout à fait invraisemblables et tout à fait impressionnantes, sans que vous ayez rien à faire. Mais ça restera mathématiquement et pour toujours une vraisemblance, donc genre de médiane, de tout ce qu'elle a déjà appris en fonction de ce qu'on lui a demandé. Et elle ne pourra jamais passer à l'étape de « je crée ». Parce que créer, c'est disruptif, parce que créer, c'est contre-intuitif, et que ça, c'est réservé aux humains. Ouf, on est sauvés. Mais on peut s'en souvenir et rester assis dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne sert pas des IA. Marc, il s'en sert tous les jours. Actuellement, il est en train de faire un jeu vidéo sur Unreal, parce qu'il est complètement tombé dedans, le garçon qui avait peur. Hein. Faut le savoir quand même. On peut s'amuser. Si on s'amuse, c'est OK. Sur la question d'éthique, c'est plus compliqué, et je pense que c'est globalement un très gros enjeu. Vous, c'est vraiment que vous gardiez en tête, à mon avis, de produire, mais plus comme avant, les plus jeunes qui avaient juste, qui pouvaient produire un peu n'importe quoi. Le monde dans lequel vous vivez, il va vous demander non seulement d'avoir une intention de produire, mais sans doute aussi de vous préoccuper de l'impact de vos productions sur le monde. C'est un peu vache, hein, mais après, c'est plutôt chouette si on se dit ça. Mais moi, c'est ça que j'avais envie de vous dire sur la question de l'éthique. C'était trop long encore ? C'était pile comme il faut. Alors, on a un tout petit peu de retard, mais c'est vrai que la question est passionnante. Je sais pas, mon micro marche plus. Non, c'est bon. Faut que je parle plus fort. Du coup, on attaque cette troisième partie parce que du coup, on évoque tout un tas de choses et l'avenir des métiers créatifs dans tout ça. On a vu qu'il y avait tout un tas de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, mais à la fois d'énormes défis. Donc je vais laisser Dimitri. Alors on va essayer de faire 10 minutes chacun pour essayer de conclure et après on vous laissera la parole parce que je pense qu'avec tout ça vous avez sans doute plein de questions et puis on a envie de vous entendre aussi. Voilà.
Donc, les perspectives d'avenir et toutes les opportunités. Tu l'as déjà un peu évoqué, Dimitri, mais je vais te laisser continuer sur le sujet. Alors, regardez cette phrase de 1926 de Osip Brick. La photographie repousse la peinture résiste et est déterminée à ne pas capituler. Maintenant, remplacer photographie par IA et peinture par photographie. On en est exactement au même point. Les arguments qui étaient à l'époque de la photographie contre la peinture, à savoir efficacité, coût et rapidité, sont exactement les mêmes arguments utilisés à l'heure actuelle de l'IA contre, dans tous les cas, contre la photographie. Voilà. Le problème de ça, réfléchissez, c'est même pas à vous, pardon, c'est à l'écosystème de la publicité, justement. J'ai connu la transition entre l'analogique et le numérique. Et comme le disait Sandrine tout à l'heure, la plupart des photographes qui ne sont pas passés au numérique, ils ont disparu. Enfin, ils ne sont pas disparus, mais ils ont dû passer à autre chose. Maintenant, le problème, c'est que si on fait la même chose avec l'IA, ok, la première année, on imagine que tout va aller très bien, parce qu'on a des IA qui sont super entraînés. Donc, la première année, tout le monde sera très content d'utiliser de l'IA pour générer des nouvelles publicités. Ok. Deuxième année, voilà, la deuxième année, la première année, on avait fait 90% des publicités, puis il en restait 10% quand même pour les photographes qui étaient encore là. Donc la première année, vous avez effacé, vous avez retiré du marché 90% des photographes. La deuxième année, on va faire 100% des images en IA. Donc il ne reste plus de photographes, parce qu'au bout de 2 ans, vu ce qui reste comme travail sur le marché, il n'y aura plus grand-chose. Le problème de la troisième année, c'est très bien, mais vous allez avoir une IA qui va être entraînée avec très peu de choses nouvelles. Il y a un phénomène qui s'appelle le garbage in, garbage out, qui consiste à partir du principe que si vous entraînez votre IA avec quelque chose de mauvaise qualité, vous allez avoir des retours de mauvaise qualité. Et donc à partir du moment où il n'y a plus de création, où on ne peut plus abreuver l'IA justement d'une création non IA, d'une création qui sort aussi de la norme. Pourquoi ? Parce que je ne suis même pas là pour juger, parce que tu peux avoir de la vraie création IA, mais en tous les cas, une création non IA, le problème, c'est qu'il n'y a plus cette nourriture. Et je pense à ce film des années de 88, que j'avais adoré à l'époque, qui était une réaction en chaîne, qui commençait avec un pneu qui prenait feu. C'est 2 artistes allemands qui avaient fait ça. Et ce film, c'était dans un hangar. C'était un truc artistique. Je ne me souviens pas, j'ai écrit le truc, et je le sors demain justement, ce sujet. Exactement, voilà, merci. Et ce film, c'était une dinguerie, un truc super beau, mais complètement hors norme, qui sortait de nulle part. Je pense qu'aucune IA n'aurait été capable de le créer. En tous les cas, pas sans un humain. Et cette même œuvre d'art avait été utilisée en, je crois, 2008 ou 2000 quelque chose, pour faire une publicité pour Honda. Publicité pour Honda qui était magnifique. Vous avez pris le pneu de la voiture, puis le pneu roule comme ça, et puis percute un pare-brise, et puis le pare-brise percute un essieu, et puis voilà, toute une réaction en chaîne. Cette publicité, sans cette œuvre brute, sortie de nulle part, elle n'aurait jamais existé. Vous connaissez le GRM, le groupement de recherche musicale. GRM, c'était des artistes dans les années 50, 60, qui étaient payés pour aller enregistrer des bruits de tracteurs dans le sud de la France. Pour ces gens-là, ils ont créé ce qui s'appelait l'électroacoustique, la musique électroacoustique, la musique concrète. C'est l'origine de tout ce qui est musique électronique. Ce qui veut dire que si on dépend d'un capitalisme culturel qui est lié d'un monopole culturel lié à une IA, si on met
la création dans l'IA, à mon goût, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part, et je pense que c'est l'une des responsabilités justement de notre société, de défendre les artistes non IA. Et ça, moi, c'est un peu le rôle que je me suis donné pour que vous, demain, vous ayez envie de faire aussi, de continuer de la création. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si demain on dit on fait tout en IA, bah alors pourquoi avoir une école de création photo? Il n'y a pas de sens. Donc le but, c'est ça aussi, c'est de maintenir un équilibre. Et je pense que cet équilibre, il est essentiel. Alors effectivement, on ne sera peut-être plus dans les mêmes proportions qu'on a à l'heure actuelle, où on a autant de création photo, de faire toutes les images photos pour de la pub. On aura probablement une grande partie qui sera faite en IA. Mais en tous les cas, maintenir un équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes aussi à l'heure actuelle sur l'IA, sur les modèles économiques justement de comment ces systèmes fabriquent des images. Ils ne sont pas rentables encore à l'heure actuelle. On a injecté, les sociétés ont reçu des investissements qui sont énormes. Et ce n'est pas avec les 2 millions ou 3 millions, même 10 millions d'abonnements qui vendent tous les mois qu'elles sont rentables. Or, on va arriver à de nouvelles phases d'entraînement, et c'est là où je pense que les artistes ou les communautés doivent s'associer justement pour créer des sets d'entraînement avec des images, avec au niveau culturel, créer, je ne sais pas moi, et il y a l'exemple du Japon qui, c'est le Niji, c'est ça? Sur Niji. Sur Midjourney. Voilà. Le Japon, qu'est-ce qu'ils ont pris comme option? Ils se sont dit, en fait, en soft power, c'est super intéressant. Plutôt que de refuser de donner mes informations à Midjourney, on va leur fournir ce que nous, on a envie de voir chez Midjourney, le type d'image qu'on a envie de voir. Et c'est aussi l'expérience de cette pub pour corriger le biais sur les banlieues. Hitch, les banlieues, Hitch, ouais, voilà. je vous le montrerai. Où finalement, c'est une communauté qui s'est associée. Alors effectivement, au départ, c'était une campagne publicité, mais une campagne publicité qui est partie sur un très bon principe, qui est que le principe, c'était on rentrait un prompt, un mariage en France, et un mariage dans une banlieue en France, et vous aviez un truc, c'était la fin du monde et vision du tiers-monde. Et donc ils ont dit, les gens de la banlieue vont s'associer, vont s'unir pour envoyer des cartes postales et des photos de la banlieue, parce que la banlieue, c'est pas que des choses qui brûlent. Et donc ils ont assommé Midjourney d'images, de photos de la banlieue, avec des arbres en fleurs, avec ce que c'est que la banlieue réellement, quoi. Et ils ont réussi à modifier la perception de Midjourney. Et le principe, puisque les données, ça va être de l'or, ce serait justement d'organiser un système beaucoup plus équitable où, par exemple, on valorise un travail non IA. Ces artistes non IA vont, eux, donner leurs images, leurs créations aux IA, justement pour permettre de les entraîner. Moi, en tant qu'artiste, j'ai toutes mes images qui ont été utilisées, ce que je vous disais tout à l'heure, et j'en suis fier, et heureusement, parce que je serais déçu qu'ils n'aient pas utilisé mes images. Pourquoi? Parce que si je veux être représenté dans cet outil, en sachant qu'il n'y a aucune probabilité pour que mon image ressorte toute seule par accident, sauf si quelqu'un veut la copier. Donc le principe, on peut trouver des systèmes comme ça qui sont probablement plus équitables à un moment donné où justement les collectivités, les États peuvent collecter les données de façon à avoir des choses qui sont plus représentatives de chacun de ces groupes. Et en tant qu'artiste, justement, de ne pas tuer à la racine toute création, puisque en ce moment, avec ce qui se passe et dans les sociétés, ce qui est en train de se passer, de dire on fait tout en IA, c'est dire clairement on ne veut plus d'artistes. Et ça, je pense qu'il va falloir y réfléchir à 2 fois avant de partir sur cette réflexion, et il faudrait peut-être se dire, et si on y pensait un peu plus longtemps, avant de tuer justement tous les gens qui sont là devant moi, et de dire la création ne sert plus à rien, puisque de toute façon ça peut être fait en 2 minutes. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le long terme. Ok, merci Dimitri. Alors, il nous reste 9 minutes pour justement que Sandrine, prends ton souffle, que tu puisses nous donner justement ta vision sur l'avenir créatif, et justement, toi qui es agente d'artiste et de photographe, notamment peut-être évoquer tes conseils, tes recommandations pour nos élèves en partie.
Je vais manquer de temps, me prends pas mes minutes. Regarde, j'avais mis des trucs, je rebondis sur un de tes trucs sur la... Donc, ouais, vous êtes dans un drôle de monde. Moi, je veux quand même revenir sur la question de la création, parce que pour moi, la question de la création, c'est effectivement la question du parti pris, qui est seul fait un humain. C'est plus que l'intention. Un parti pris, c'est un vrai choix, c'est un parti pris, vous savez ce que c'est. Le contre-intuitif, c'est le contraire de tout ce qu'on a appris. C'est ça qui s'appelle la création. C'est-à-dire quand Einstein pose la question de la physique quantique, il est gravitationnel. C'est-à-dire que tout ce qu'il a appris, c'est la physique gravitationnelle. Le mec, il fait une création, il invente la quantique, il pose une hypothèse qui n'existe pas, ça s'appelle le contre-intuitif. Les machines en sont incapables. Les machines, elles ne sont pas non plus disruptives. Aucune machine ne le sera jamais. Disruptif, vous savez, si vous ne savez pas, vous faites un dico, j'ai pas le temps, j'ai que 9 minutes. Donc ça, la mécanique vraisemblable des IA, jamais. Et ça, pour moi, c'est la création. Voilà pourquoi, à mon avis, les IA ne font pas de création. Vous avez compris, c'est que l'humain... je vais lire vite mes notes pour ne pas vous louper des trucs. Ça, c'est la preuve que les IA ne sont pas disruptives. On a pris un brief de pub disruptif, donc, où les enfants... C'est un truc Pernod Ricard pour faire boire de l'eau aux enfants anglais qui picolent trop sans boire, à tendance binge drinking. Et donc, l'agence voulait faire boire l'eau des poissons, boire l'eau du chien, boire l'eau des chiottes, pardon, à des enfants bourrés dans des soirées. Et quand on a essayé de le prompter, si tu veux revenir avant, en fait, les IA ne veulent pas qu'on boit l'eau des poissons. D'ailleurs, on ne boit pas non plus l'eau du chien. D'ailleurs, parce que la vraisemblance et la logique et ce qu'elles découvrent et les règles qu'elles connaissent, et parce qu'elles sont réglées, parce qu'elles ne font pas qu'apprendre, parce qu'elles sont financées, parce qu'elles sont orientées, elles ne sont pas libres. La création, c'est libre. Moi, je défends beaucoup ce truc-là et je veux que ça reste clair pour vous que le potentiel que l'IA a de pousser très loin des idées peut être super excitant pour vous en tant que créatif, parce qu'effectivement, c'est un outil dingue dans lequel la plupart des créatifs qui ont été se marrent en poussant des idées beaucoup plus loin, parce que c'est comme si vous étiez plus tout seul avec votre idée, vous pouvez faire un ping-pong avec un truc qui vous ouvre un arbre des possibles immense. Donc c'est génial de l'explorer, c'est chronophage et ça peut avoir des limites, mais faites-le si ça vous fait marrer, si ça vous fait mal. Je vous dis, le luxe, ça sera peut-être l'analogique. On ne sait rien du demain. Ni personne ici, ni ceux d'avant. Avant la pub, les gens qui commandaient aux artistes, n'oubliez pas, c'est les religions. Hein, les religions ont commandé de l'art pour illustrer leurs nouvelles idées, leurs nouveaux paradigmes. Là, c'est la pub. Demain, on ne sait pas. Parce que la pub, c'est possible qu'elle se serve plus que des IA à terme assez vite. J'en sais rien. J'ai pas peur en ce qui me concerne. On trouvera d'autres gens et on ne sait pas ce qu'est demain. Les artistes différents, on s'en fout. Les effets waouh, c'est des faux ongles. C'est-à-dire que, effectivement, pour moi, l'IA en termes de création, c'est vos ongles. C'est super beau, mais c'est pas pérenne. Moi, quand je parle à des jeunes qui ont envie de devenir des créatifs et qui ont envie d'en faire leur métier ou qui ont envie de faire vraiment un travail là-dessus, on parle de pérennité. De pérennité, ça veut dire d'apprendre les nouveaux outils. Tu peux passer, parce que je vais rebondir sur celle-ci qui était drôle. Alors, c'est pas de la photo et c'est pas de l'IA. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Il y a une agence qui est arrivée en disant « Ouais, super, on a fait des super prompts, on va vendre à l'humanité de l'IA, on veut bosser avec Marc. » Là, je leur ai dit « Les gars, c'est pour l'humanité, c'est mort. » Donc, bon, c'était des créatifs de pub. Ils m'ont dit « Si, c'est génial. Bah, l'humanité, ils sont communistes. » Ils ont dit non. Et alors, ils sont revenus en disant « Viens, on va faire des photomontages. » Bah, j'ai dit « Ça va être dégueulasse. Des photomontages avec Photoshop. » On est en 2024. Alors après, on a discuté avec les créatifs. Je leur ai dit, en fait, moi, quand je vois ça, je me dis, peut-être, votre idée, elle est cool. C'est déjà illustré. Ça ressemblait pas loin de... je n'ai pas retrouvé les maquettes, désolé. Ça ressemblait... Enfin, c'était assez clair quand tu es dans ces univers que vous connaissez. Et du coup, je leur ai dit, si vous voulez, j'ai un de mes Hoffman, donc storyboarder. Il est peintre à l'origine. Il fait de l'huile. Bah, il va peindre. On peut proposer de peindre, de retourner à une tradition. Et du coup, tout le monde a adoré cette idée et que quand même, au milieu de cette IA déjà présente, moi, ça fait 2 ans qu'on produit pour les agences de l'IA, plus ou moins, il y a un petit retour à la tradition qui me fait plaisir. Attention, c'est de l'illustration. On était un peu contents d'avoir vendu l'illustration. Et c'est une illustration qui fait la blague et qui répond au brief et qui donne le supplément d'âme que l'IA seule n'avait pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mec qui s'est approprié l'idée et qui a dit j'en fais quoi, en gardant les citations de pub, parce que ce que tu montrais tout à l'heure avec le déjeuner sur l'herbe, là pour moi c'est ce qu'on appelle des citations dans l'art. C'est Man Ray, je crois, qui faisait ça assez bien. Et du coup, avec l'œil, c'est de citer des auteurs qui ont déjà été connus. C'est un truc qui est autorisé et c'est des sortes d'hommages. C'est même une tradition dans l'art de faire de la citation. En photographie aussi, et c'est OK de faire des citations.
si on a envie de faire des citations, je crois que des Alice au Pays des Merveilles, moi j'avais fait une recherche icono, j'ai trouvé genre 300 personnes différentes qui ont travaillé sur Alice au Pays des Merveilles. Bah, c'est une œuvre, c'est une très grande œuvre, qu'elle soit citée en art de toutes parts, en ciné, en tout ce que vous voulez, c'est le cas. Charlie et la chocolaterie, vous en connaissez 2 plus 1. Et sur la question pour ceux que ça intéresse plus l'IA, sur la question de l'IA sans être érudit, c'est ici à l'école que vous allez apprendre, et que c'est manifestement très important à mon avis, d'apprendre toute la question de la technique, de l'histoire de l'art, de l'histoire de la photographie, de la technique que vous pourrez mettre à l'épreuve pour avoir votre point de vue. Il n'y a que vous qui avez vos réponses. Personne ne les aura. D'abord, un artiste, il a ses réponses à lui. Un artiste, c'est quand même un métier de solitaire qui apprendra aussi à faire ses factures tout seul quand il sera plus grand. Mais c'est... non, mais c'est vrai, hein, c'est un des trucs chiants. Moi, en tant qu'agent, je dois leur apprendre ces trucs. Ça les a toujours gonflés. Ils sont très contents de les laisser après. Et en IA, après, en création, comme tu disais, ça peut être intéressant d'utiliser les glitches, d'utiliser les incohérences totales, parce que c'est plein d'incohérences quand même, disons-le. Même si c'est très beau de loin, c'est souvent quand on s'approche, ça fait mal à la tête. Et que, franchement, connaître la technique, c'est important. Connaître l'histoire de l'art, c'est crucial, à mon avis, pour vous, pour s'enrichir, s'inspirer et pouvoir bien donner les codes, parce que c'est des codes qui existent et qui protègent et qui garantissent l'image et qui garantissent vous. Quoi que vous fassiez, en vrai, je crois que faites-le avec votre cœur, avec vos tripes, soyez sincères. Et vous ne laissez pas impressionner par des machines, ça reste des machines en fait. Voilà. Waouh, t'es en avance. Waouh. Alors, on va essayer, on a maintenant 25 minutes, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour poser des questions. Donc je pense que vous en avez sans doute. Les premières et deuxième années, on a conçu cette conférence notamment à partir de vos questions. Donc certaines de vos questions ont déjà obtenu des réponses. Essayez de demander à qui vous vous adressez quand vous posez une question, que ça puisse être Dimitri ou Sandrine, et comme ça on essaiera d'alterner un petit peu. Voilà, donc on a 25 minutes et on essaye de passer 3 minutes par question-réponse à peu près. Voilà, sans pression. Vous avez beaucoup parlé d'éthique quant à surtout nommer les artistes qu'on donne à l'IA pour faire les images. Mais du coup, techniquement, quand on prend une image et qu'on lui dit « ouais, fais une lumière dans ce style », ou qu'on lui, tout simplement qu'on lui met des images comme référence, ça vous pose pas un problème éthique un peu aussi? Mais on met pas les images des autres. Ah, c'est que les tiennes. Oui. Okay, il faut soit tu prends tes images, justement si tu es photographe, et c'est là où l'avantage, où les photographes, où les artistes ont une longueur d'avance sur des gens qui n'ont pas ces connaissances-là, c'est qu'en tant que photographe, tu peux nourrir ton image avec ce que tu veux. Et que ce soit une image faite avec ton portable, avec un appareil professionnel, justement avec cette culture que vous avez, que vous allez acquérir ici, ou avec la culture des photographes, les gens qui ont passé du temps derrière un appareil photo, qui connaissent les lumières, vous allez pouvoir soit l'utiliser directement au départ d'une image, soit en termes de prompting, c'est-à-dire en définissant la lumière que vous voulez. Et après, justement, c'est là où vous allez définir votre image de façon la plus personnelle possible. Okay. Mais ce n'est pas l'utilisation d'images des autres. Ouais, mais du coup, les gens qui ne s'interdisent pas de faire ça, techniquement, ils ont un avantage par rapport à... L'avantage, il y a un moment où il faut un cadre, c'est-à-dire que quand on est dans un cadre professionnel, après, je pense que c'est d'abord pour rassurer, dans un premier temps. Ensuite, c'est dans un cadre professionnel, on a besoin d'encadrer. Quand on fait justement ce système de prompt, on va le faire suivre par en fait, on va stocker le processus créatif de l'artiste sans y avoir accès, mais on va le stocker et on va s'assurer justement que les artistes avec qui on travaille n'utilisent ni le travail d'autres artistes, ni le nom, ni les images d'autres artistes, bien évidemment. Okay, D'où l'avantage, effectivement, quand vous êtes photographe, que vous avez des connaissances, alors que ce soit en photographie, en illustration, en ce que vous voulez, ça devient une version augmentée de vous-même. Et c'est pour moi la défense, justement, pour les photographes, parce que je connais tous les photographes dont parlait Sandrine tout à l'heure, qui n'ont pas pris la vague
du numérique. En 2000, je faisais partie des premiers photographes. En 2003, j'étais en numérique. Quand tous mes potes photographes disaient mais qu'est-ce que tu fais avec du numérique? C'est pourri, c'est pas la bonne qualité. Finalement, ils sont tous arrivés au numérique. Donc voilà, c'est le principe est le même à l'heure actuelle. Moi, j'avais une question à propos de l'avenir de photographe dans le domaine commercial. Parce que, du coup, dans le métier de photographe dans un domaine commercial, quelles seront les forces et les atouts par rapport à l'IA si le coût restera toujours plus élevé, le temps nécessaire aussi, et la capacité à créer un contexte toujours plus limité dû au réalisme. Enfin, je veux dire dans le sens où les images créées avec l'IA seront toujours plus simples à partir beaucoup plus loin, même si c'est inspiré d'images déjà créées. Et comment défendre ça dans un contexte commercial, je veux dire, où il y a toute la... Ouais, c'est pour Sandrine, d'ailleurs, pardon. Je sais pas. J'ai pas envie de te répondre que c'est un métier, parce qu'en réalité, c'est une volonté des agences. C'est-à-dire que, tu vois, je connais Julien Mac depuis que je l'ai proposé chez Métis, quand c'est un truc qui n'existe même pas, vous n'avez jamais entendu parler, je crois, en 2000. J'ai fait rentrer dans l'équipe l'année dernière, les IA, ça existait déjà, et on a déjà produit plusieurs campagnes. Pourquoi on arrive à vendre une imagerie très naturelle? Tout simplement parce que la société à laquelle on vit aujourd'hui, elle en a beaucoup besoin, qu'il y ait un grand retour au réel, en fait. Il y a un grand retour au réel. Tu vois, quand je dis à un annonceur, il y a 3 ans, mon photographe, il veut bien bosser en lumière naturelle, on me dit, mais t'es dingue! Et là, quand je dis ça nous plairait vraiment de pouvoir bosser en lumière naturelle, et si tu crois que ça va marcher, je dis on prend des LED pour te rassurer si tu veux. Mais il y a aussi, c'est toujours un truc et un autre. Là, on est venu parler de l'IA, mais globalement sur le marché, moi je crois beaucoup au retour de l'artisanat et au retour de la photographie d'auteur, si on peut le dire comme ça. C'est comme ça qu'on le disait dans ma génération. Je ne sais pas si ça sonne pour vous. Je crois qu'une identité forte d'humain, ça sera une valeur de luxe dans un futur proche, un peu plus loin, pas très proche. Parce que j'ai commencé en 94 à défendre des artistes, ça fait 30 ans, ça bouge, il y a des modes. L'IA, ça va rester une mode et puis ça sera intégré, ça va s'intégrer au modèle data. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le modèle data, c'est un gros modèle économique qui marche très bien, qui va s'emparer et qui a développé les IA pour ça, donc c'est normal qu'ils s'en servent. Ça fait des grosses économies. Il n'y aura peut-être plus que la pub. Nous, actuellement, on bosse aussi pour d'autres types de gens avec qui on bossait moins, des gens de l'événementiel qui n'avaient pas beaucoup de sous il y a 20 ans. Aujourd'hui, il se trouve qu'ils ont plein d'argent pour déployer des trucs. Là, on nous avait proposé un truc avec Marc qui finalement ne se fait pas pour d'autres raisons, mais il fallait venir prompter en direct avec des gens, machin. Enfin, il y a plein d'autres usages, en fait, que l'usage qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît pas demain, et si votre intention elle est de faire ça, et si ça a du sens pour vous, la lâchez pas, mais gardez en tête que vous parlez les 2 langues pour pouvoir rester dans le monde de demain, parce que demain, la data lâchera pas sur les IA génératives, et qu'effectivement, le lissage, à mon avis, en termes de pub, qu'est-ce que veut une agence, ou qu'est-ce que veut une marque quand elle communique? Elle veut être reconnue, elle veut être différenciée. Et comment on se différencie assez rapidement et dès aujourd'hui, le lissage, il est terrible. Et alors que des gens ne le reconnaissent pas, ok, moi la plupart j'arrive à reconnaître, et en général je trouve ça creux, un peu pénible comme vision, la vision IA pure. Donc je crois pas que vous soyez en danger. Par contre, je crois que vous ne pouvez pas non plus dire non. Vous êtes obligé de parler les 2 langues. C'est un truc de bilingue, quoi. Ouais, plutôt à Dimitri. Bon, c'est Jérôme, je suis... Oui, bonjour Jérôme, je me souviens. Bien et toi? Génial, ça fait plaisir de voir. Donc j'avais une question, juste rapidement, ça me rappelait tellement quand tu as défendu par rapport aux juristes ton statut d'auteur, les discours, qu'il y avait un procès il y a à peu près 200 ans qui était de Nadar, qui essayait de prouver qu'il était artiste, bien qu'étant photographe. Et c'est génial de voir qu'on retrouve ces discours, et c'est vraiment passionnant.
la photographie a obtenu ses droits d'auteur grâce aux pictorialistes. Voilà. Et ce qui est passionnant, c'est que les pictorialistes Avant ça, il aura fallu la 37 peinture. ans. 37 ans, il leur a fallu pour obtenir les droits d'auteur. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, on revient à un moment historique, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que le débat économique, il va être trop important, mais je voudrais repartir sur les fondamentaux. Et j'ai l'impression, pour ce qu'on définit comme étant une création, parce que c'est ça qui est fascinant dans ce qu'on essaie de toucher, c'est qu'est-ce que c'est créer, qu'est-ce que c'est qu'inventer. Bon, peut-être pas ce que c'est que l'art, mais c'est quand même un peu ça. Et moi, j'ai toujours eu, on a le sentiment que pour moi, l'art, c'est quand même une forme d'expérience. C'est-à-dire, c'est une forme de rencontre avec une situation, avec un environnement, avec quelque chose qui nous surprend. Et toi qui as connu, et c'est passionnant, vous avez Dimitri, qui est quelqu'un qui a parcouru vraiment de l'argentique au digital, et ça, c'est fabuleux. Ça fait genre super. Non, mais c'est un peu... Quelques personnes qui sont dans cette salle l'ont vécu aussi, dont je fais partie. Mais donc, est-ce que tu retrouves, c'est ça qui me fascine, est-ce que tu retrouves ce moment totalement puissant et fascinant, qui fascine le photographe, effectivement, de déclencher 500 fois ou de capter à un moment un échange avec un modèle, avec une situation, avec un paysage, avec une rencontre, ce que j'appellerais une expérience, moi ce que j'aime bien appeler comme expérience. Il y a un fameux livre d'un philosophe des années 30, je dirais, qui s'appelle John Dewey, qui est un gros pavé qui dit l'art comme expérience. Voilà, l'art, c'est une expérience. Alors, pour ça, il a besoin de prouver ce que c'est qu'une expérience, qui est un truc assez compliqué. Mais est-ce que toi, pour avoir vécu ces moments de prise de vue comme ça, qui sont un moment, voilà, les photographes qui ont vécu ça, vous le ressentent, quand tu fais la même chose devant un écran, devant cette recherche, est-ce que tu retrouves cette sensation, est-ce que tu revis ça, qui t'amène à créer aussi fortement? Et je pense que tu es complètement sincère dans ce que tu nous dis, mais est-ce que tu la retrouves profondément? Et est-ce que tu as dû faire un effort pour la retrouver? Voilà, globalement. Alors, je ne suis pas forcément le bon exemple pour répondre, parce que moi, je suis très cérébral, justement, mes images, et c'est pour ça que j'ai commencé à la chambre, c'est-à-dire que j'ai toujours conceptualisé énormément en avant, en réfléchissant à mon cadre, à mon machin, à bouger, voilà. Donc, je ne suis pas du tout photographe reporter. Par exemple, je suis incapable de faire une image dans la rue, je suis incapable de faire une image spontanée. Je suis plus photographe plasticien, et je pense que justement la technologie m'a aidé à aller vers cette photographie plasticienne quand j'ai créé que ce soit des bustes en porcelaine, que ce soit des femmes humaines mais porcelaine, tout ça. J'étais beaucoup plus dans la réflexion et dans la construction. Donc finalement, l'IA, c'est le même outil pour moi, c'est-à-dire que maintenant, ça me permet de construire une histoire. Donc alors déjà en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps parce que je me consacre plus à la réflexion sur tout ça. Je suis un peu très lent, je fais rien. On a l'impression que je fais rien pendant 1 ou 2 ans, puis d'un seul coup, je sors un truc parce qu'il m'a fallu 2 ans pour assimiler une technologie, comme je l'ai fait avec la photogrammétrie, comme j'ai fait avec tout ça. Voilà. Donc pour moi, l'expérience, elle est là. Je vais passer du temps à construire mon histoire, à construire justement. Maintenant, je peux créer des histoires de toutes pièces. Je vais utiliser d'un côté le LLM, le ChatGPT, pour rédiger un texte et m'aider à conceptualiser, parce que j'utilise ces outils au quotidien. Donc je vais nourrir avec toutes mes références, et ensuite utiliser la génération d'images pour venir, avec mes images, créer de nouveaux personnages. Voilà. Il y a tout un mélange, et c'est toutes ces sources qui se mélangent, où je vais utiliser ce que je disais. Je vais utiliser une image que je vais shooter dans la rue, je vais utiliser un croquis, je vais utiliser un morceau de texte, je vais utiliser tout ça. C'est un puzzle. Non, je le conçois bien, mais quand tu nous l'as exprimé, tu as quand même tu nous as fait essayer de nous faire revivre, à ceux qui ne l'ont pas vécu, cette idée que tu vas shooter 500 fois pour obtenir quelque chose d'impalpable, mais qui est très puissant, quand même. Je le fais de la même façon, c'est ça qui est avec mes 500 outputs. Et pour moi, la réflexion, ce que je vais avoir accumulé avant, c'est la même chose. Avec mes 500 outputs, je vais choisir celle qui... Non, c'est toujours pas la bonne, c'est pas celle-là, j'aime pas pour ça, j'aime pas... Pour arriver à ce truc-là, voilà, ça exprime ce que moi je veux, et c'est ce que j'avais en tête. Et dedans, il y a tout ce que j'avais utilisé auparavant.
Oui, donc c'est un prolongement de la façon dont tu as toujours travaillé, en fait. C'est ça qui est... Tout à fait. Ouais, ouais. Sauf que maintenant, avec l'âge, j'ai moins besoin de voyager. Et puis voilà. Avant, je crois que mon taux de carbone, je l'ai explosé. Donc, Ok, une question pour Sandrine. Ouais. Ah non, mais histoire qu'on... Tout à l'heure, on a parlé, enfin, vous avez parlé plutôt, du fait qu'il était important de se battre pour garder la création humaine, enfin, à partir d'un humain, on va dire. Mais du coup, je me demande si se battre et mettre en avant, garder l'importance de cette création, va pas renforcer le fait qu'on refuse de donner des droits d'auteur à la création par l'IA, qui est quand même issue de l'humain, mais voilà. Et est-ce que ça va pas justement créer une scission entre une image IA et une image pas IA, justement? alors, je suis d'accord. Non, je suis d'accord que, enfin, pour moi, cette scission, elle n'a pas lieu d'être. Enfin, on retrouve exactement la même question à l'époque de analogique, numérique. Ah oui, mais alors toi, tu fais de l'analogique et puis moi, je fais du numérique. Moi, ce qui m'importe, c'est la narration, ça va être l'histoire, ça va être ce que tu vas me raconter. Et tout à l'heure, voilà, j'ai cet artiste-là que j'aime beaucoup, Aïssam, par exemple. Il crée un univers. Après, sa narration, je la comprends, elle me touche. Et j'adore son travail. Il fait que de l'IA. Je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. C'est quelqu'un qui vient de la 3D, il travaille dans un bureau, dans un studio de post-prod. Voilà, ça l'a libéré d'un seul coup. C'est un outil qui peut aussi libérer énormément de gens. Et le cas de Anna, par exemple, c'est pareil. C'est qu'il y a beaucoup de photographes pour arriver à un très haut niveau. C'est compliqué si vous n'avez pas l'équipe, si vous n'avez pas le décorateur, si vous ne rencontrez pas les bons mannequins, vous n'y arriverez peut-être jamais. Et justement, l'IA va permettre de réaliser votre vision, de réaliser tout ça, et que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais en fait, c'est vachement bien ce qu'il fait, son travail. » Et c'est là où c'est intéressant d'avoir toutes ces connaissances en photographie et tout ça, parce que ça peut... Ana Catoba, par exemple, c'est une artiste espagnole que je connais très bien, qui a développé sa photographie, qui a été exposée à Arles, mais elle n'a jamais eu les moyens d'accéder aux super mannequins top de Paris, ni aux super écoles, ni aux super, aux super maquilleurs. Donc elle n'avait pas tout ça à sa disposition. Par contre, d'un seul coup, quand elle a eu l'IA, elle avait quand même cette idée, elle avait ce langage qu'elle avait envie d'exprimer, et ça lui a permis de faire ça. Donc pour moi, la question, elle n'est pas de savoir s'il va y avoir une scission ou pas. Dans 20 ans, on en reparle et on verra s'il y a toujours cette scission il y aura de la photo analogique, il y aura, alors peut-être pas dans les mêmes proportions, mais le vinyle, il a disparu et puis il est revenu. Parce qu'on s'est dit, finalement, le vinyle, c'est pas mal aussi. Et de la même façon, la photographie analogique, il va peut-être y avoir un creux et puis ça va revenir, comme disait Sandrine. Il y aura toujours... besoin, et pour moi c'est la défense, justement, de défendre les deux et qu'on arrête de stigmatiser ça c'est IA, ça c'est... On s'en fout, faisons les deux et puis avançons justement en faisant la promotion des deux. Non, c'est bon. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? On l'enregistre, ce que tu racontes. C'était pour savoir, est-ce que tu penses que l'IA, c'est un outil assez précis et que tu penses qu'avec le bon script, on peut avoir exactement l'image qu'on a en tête, ou justement elle est trop limitée par ce qu'il y a sur Internet et qu'il faudrait qu'il y ait une infinité d'images pour pouvoir... à combien de pourcents tu penses qu'il y a du hasard? Par exemple, sur ton image, est-ce qu'il y a 5% de hasard ou vraiment tu contrôles tout? Alors, c'est bien que tu en parles parce que justement, c'est l'une des questions qui fait que juridiquement, on refuse de donner les droits d'auteur à l'IA. C'est parce que l'un des grands arguments, c'est de dire on ne sait pas ce qui va en sortir. Or, l'un de mes arguments, c'est de prendre par exemple Duchamp qui disait que justement, la création, c'est de ne pas savoir ce qui va arriver. Que la création, moi quand je cherche mes images, et une des histoires que j'ai d'ailleurs racontées dans un post récent, toutes mes meilleures campagnes,
que j'ai fait en publicité sont toutes celles de l'imprévu. Pourquoi ? On a passé des heures, des journées à faire des réunions sur une campagne Harvey Nichols. J'avais passé des heures à valider le casting, l'angle sous lequel j'allais shooter dans l'hôtel, telle scène, et machin, et truc. On avait passé, je ne sais pas combien de temps. Je passe ma journée en shoot, 8 heures de shoot non-stop, je fais mes 3 images, exactement tout comme était validé. Le client, à la fin de la journée, il regarde, il fait « Ouais, ok, c'est bien ». Je fais « J'ai encore 1 heure, je vais être en overtime, faites-moi confiance. Moi, j'ai vu des trucs, on n'a rien validé. Mais j'ai 1 heure, j'ai 3 images à refaire, je les refais en 1 heure, juste parce que j'ai vu 3 trucs là. Et je vous assure, laissez-moi cette heure-là, vous ne regretterez pas. Je fais en 1 heure 3 images dans un hôtel dans lequel il fallait qu'on change de lieu et tout ça. J'avais juste, c'était l'inconnu. J'ai fait mes 3 images. Qu'est-ce qui est sorti comme campagne ? Les 3 images qui n'avaient pas été validées. Et c'est là où justement tout ce qu'on peut valider, anticiper, pour moi, c'est pas de la création. C'est pas parce que tu sais exactement justement qu'est-ce qui fait la surprise. Et c'est l'inconvénient à partir du moment où la photo numérique est arrivée, où on a supprimé cet effet de surprise. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand le photographe il shootait avec son appareil, avec son 24-36, avec sa chambre, moi j'ai commencé avec la chambre, je ne suis pas si vieux, mais avec la chambre, avec je mettais le tissu noir au-dessus de la tête, j'étais le seul à savoir ce qui allait peut-être sortir de mon appareil photo. Même avec ma connaissance, je n'étais pas à 100% sûr que ce que j'imaginais ressortirait exactement comme ça sur le négatif. Il y avait cette part d'imprévu. Et cette part d'imprévu, j'étais le plus technique, donc le seul à pouvoir savoir à peu près ce qui allait en sortir, mais sans être à 200% sûr. Et je pense qu'un photographe, un reportage, la certitude, elle est encore plus faible. Et c'est qu'à partir du moment où le numérique, où l'écran numérique est arrivé et qu'on a demandé au client, enfin que le client a demandé « Ah, je peux avoir l'écran pour voir ce qu'il est en train de shooter ?» et qu'à partir de ce moment-là, moi je mettais même des faux écrans pour laisser croire que mon client, que j'étais en train de shooter des trucs alors que j'étais en train de shooter autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre ce qui était affiché et la réalité de ce que j'étais en train de shooter. Comme ça, je n'avais pas le client qui me disait « Ouais, mais là, dans la dernière photo, tu as vu le truc, ça ne va pas. » Ça, j'ai évité ce sujet-là. Voilà, donc la création, pour moi, elle est justement dans la surprise. Après, c'est très personnel, mais c'est ça, c'est ce que j'attends, l'imprévu, le truc qui va me surprendre. Et Gambrood, un artiste IA, disait la semaine dernière pendant Paris Photo, tant que l'IA peut vous faire des mains avec 7 doigts, allez-y, faites autant de mains avec 7 doigts que possible, parce que demain, ce sera plus possible, et la création, elle est là. Donc quelque chose qui est anticipé de A à Z, pour toi, c'est pas de la vraie création? Non, je pense que alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé mes images à la chambre, avec de la construction, avec tout ce que je pouvais. Mes meilleures images, à chaque fois, c'est justement l'imprévu. C'est l'assistant qui rentrait dans le cadre, c'est le truc qui se cassait la gueule, enfin, le flash qui ne marchait pas. Et là, d'un seul coup, ah putain, ça c'est bien, je vais continuer sur cette piste-là. Et c'est cet imprévu-là qui t'emmène aussi plus loin que ce que tu peux. Après, c'est très personnel. On a le temps pour une toute dernière question et après, malheureusement, il faudra déjà arrêter. Le retour. C'est 3 questions. Je vais en poser une à Sandrine quand même, parce que Sandrine a quand même 2 anciens de l'école qu'elle ne dit pas, et ce qui fait plaisir, qui sont Marc et Raphaël, qui sont 2 profils totalement différents. Ouais. Et donc, je me demandais, toi, et tu as quand même une particularité, il me semble, c'est d'avoir des profils hyper différents. Est-ce que c'est une stratégie de diversifier, ou est-ce que c'est que tu as l'impression que c'est une réponse à apporter à tes clients, ou est-ce que c'est totalement instinctif et des coups de cœur que tu as pour avoir sélectionné tes photographes? Sur le chemin, en 20 ans, non, j'ai jamais eu de ligne éditoriale ou de choix qui répondent à une demande. C'est des rencontres et des choses qui se passent entre leur univers et mon envie de porter cet univers-là, ou d'accompagner un univers à se déployer. Donc la différence, aujourd'hui, elle est grande. Elle n'a pas toujours été pareille. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de photographes plutôt venant du reportage qui faisaient beaucoup de photographies dites américaines. J'en avais 3 qui étaient au Mamiya 7. J'en avais Chantal, elle faisait de la 4-5. Donc j'avais au début que des auteurs français qui faisaient
de l'analogique, hein, on ne parlait pas de digital, il n'y avait pas de sujet. Alors, il ne faisait pas 500 shoots, hein, parce que ça coûtait super cher, surtout pas à la chambre. Hein. Je sais pas si vous n'avez pas d'idée des prix des trucs, mais genre, il fallait acheter un Pola et faire 2. Donc, non, ça coûtait cher quand même. L'intérêt du digital, ça a pu libérer beaucoup. Ça a perdu en qualité au début et en exigence. C'est pour ça que je vous dis là, vous êtes obligé de monter très haut en exigence, donc d'apprendre beaucoup à l'école pour engranger, pour pouvoir vous naviguer correctement. Mais c'était intéressant parce que c'est un sujet qu'on a abordé beaucoup avec Dalla Porta, du coup, qui est un ancien de l'école, qui est documentariste, cette question de qu'est-ce que c'est que la photographie. Il a beaucoup réfléchi et il réfléchit encore beaucoup à qu'est-ce que c'est que la photographie. Et lui, il dit ça aussi. Mais alors, il dit que c'est la latence et que quand on a perdu la latence, donc le temps entre je shoot et c'est développé, ça s'appelait la latence. Et que quand le digital est arrivé, les créatifs qui utilisaient la photographie, qui avaient ça comme repère, c'est-à-dire qu'il y avait un temps entre quand je l'ai vu et quand je vais le voir, parfois 3 jours, ça permettait d'avoir un autre regard et de faire un edit qui serait peut-être pas celui qu'il aurait fait le jour même, et l'accident. C'est-à-dire qu'est-ce que c'était la photographie? C'était écrire avec de la lumière, et qu'est-ce qui faisait la photographie? C'est l'intention, et puis sur le moment, la latence, le contre-champ d'un seul coup, comme tu disais, c'est t'arrives pour shooter tout ça, et puis la lumière est fantastique ici et tout shoot là. Bon, alors ça en publicité, ça a eu lieu dans les années où on a commencé nous. Ça, c'est pas souvent possible du tout. Voilà, parce qu'il y a un ref en IA qui a été fait, il faut faire la même chose. Mais non, la différence et la différenciation, je pense, c'est juste de la richesse. Naturellement, ça vient comme ça. Après, ils se ressemblent aussi. Tu vois, Marion et Marion Poussier et Julien Madre, pour un publicitaire, c'est un peu pareil. Voilà. Tu vois, et Andy Glass et Marc d'Acunha Lopez, c'est un peu pareil. Tu mets Dimitri et Marc pour un publicitaire, ça ressemble un peu. Donc, tu vois, après, c'est plutôt des... On a dit pour un publicitaire, j'ai dit je parle que en leur nom. Enfin, plus vieux. Je parle de ça. Un peu. Ça te va? On n'a pas eu de question de ce côté-là, c'est dingue. Hein. Bon, il va être malheureusement temps de finir comme l'école va fermer dans un petit quart d'heure. Voilà, donc on a brossé un tableau, on va dire, assez général justement de cette question de l'authenticité dans la création artistique avec les IA génératives. Donc, je remercie beaucoup Sandrine et Dimitri en tout cas de vous être prêtés au jeu et d'avoir, je pense, poussé la réflexion assez loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, on a appris pas mal de choses. Il reste encore plein de questions. C'est un sujet qui est très vaste et on pourrait en discuter honnêtement toute la nuit. Voilà, donc merci en tout cas à vous et puis n'hésitez pas à applaudir. Merci. Oui, je vous invite à quitter rapidement l'école parce qu'à 8 heures... l'école est fermée, il faudra attendre 20 minutes pour pouvoir sortir. Donc, je vous invite.